Bonsoir à tous, bienvenue à notre atelier Mieux vaut prévenir les difficultés. Bonsoir Nassim. Bonsoir, Nassim Galimi. Bonsoir, Thierry Baquet. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente. Ah bah quand même. Même si on n'a pas beaucoup d'auditeurs présents, il y a le mérite d'avoir des auditeurs dans la salle. Peut-être se présenter pour ceux qui nous voient en visio. Donc, Thierry Baquet, expert comptable, commissaire aux comptes, président. Les foules arrivent, les foules arrivent. Les foules arrivent, 160 personnes. Président du CIP 75, président du CIP Île-de-France et un peu spécialiste quand même depuis plus d'une trentaine d'années des entreprises en difficulté. Donc bonsoir à tous, Alexandra Blanc, administrateur judiciaire. Bonsoir, Nassim Galimi, avocat au barreau de Paris, associé du cabinet Osborne Clark en charge du département restructuring et entreprises en difficulté depuis bientôt 18 ans. Bon, moi j'ai évité de donner mon âge, hein. Paraît-il que j'ai le droit. Donc j'ai pas 30 ans, j'ai pas 18 ans, mais bon, a priori j'y arrive quand même. Donc administrateur judiciaire, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de dire la ville puisqu'on a une compétence nationale. C'est pour ça que j'ai pas précisé la ville, puisqu'on peut intervenir partout, mais les avocats aussi d'ailleurs. Et les avocats également. Les experts comptables aussi, évidemment. Exactement. Bon, messieurs, on a une charge importante ce soir, c'est de faire adhérer les experts comptables à la prévention des difficultés. La tâche est lourde, mais l'objectif est d'y arriver et surtout de dédramatiser le sujet, parce que malheureusement, on voit trop souvent des professionnels du chiffre qui sont anxieux de la situation de leurs clients. Et nous, l'objectif, c'est de le rendre accessible pour vous montrer que c'est simple. On va parler de tout, les honoraires, la responsabilité, en dédramatisant et surtout en espérant vous donner les clés pour que vous arriviez à passer les messages à vos clients, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas faciles non plus. Et l'objectif, c'est savoir parler à son client de la prévention, des difficultés, parce que ce n'est pas un tabou, et derrière, que vous arriviez à rendre le sujet accessible à vos clients pour que vous puissiez au plus tôt leur préconiser la meilleure solution. Bon, on leur dit tout? Non, pas maintenant. Ah. Alors, non, juste, moi, je suis là, je suis le troublion. Vous avez deux experts, alors, administrateur judiciaire et bien évidemment avocat. Moi, je suis là simplement pour dire à la profession, n'ayez plus peur des procédures collectives. Allez voir des professionnels et surtout pour vos clients, mais voire peut-être pour vous, mais surtout, faites de la prévention, de la pré-prévention. Et la boîte à outils est pleine. Nassim va nous en parler. La boîte à outils est pleine. Voilà. Bon, n'hésitez pas et n'ayez plus peur. On a eu il y a quelques années quand même des administrateurs un peu compliqués où les honoraires, où on virait les experts comptables du dossier pour en mettre d'autres, etc., etc. Maintenant, ce n'est plus le cas. Là, on rentre dans une phase malheureusement très compliquée. J'étais avec le président de l'URSSAF qui m'a annoncé qu'il va lancer 86 000 procédures en France, là, jusqu'à la fin de l'année. 86 000, c'est quand même largement conséquent, sachant qu'après, il y a le Trésor public, il y a tout le monde. Donc, soyez vigilants pour les clients. Et puis là, nous avons deux grands professionnels en la matière qui sont ici. Et je préfère prendre la parole avant, parce qu'après, et notamment Nassim, qui la dernière fois, il m'a fait le coup. Sur 2 heures, j'ai dû parler 1 minute. Merci Nassim, quand même. Bon, on a une confession à vous faire, c'est qu'on n'a rien préparé. On s'est dit, si on vous fait une formation théorique, vous en avez suivi plein, on est persuadé que vous connaissez tous les bons termes, mais la réalité, c'est qu'après, c'est mettre en application. Donc, on s'est dit, on fait 15-20 minutes de remise dans le contexte, on vous explique les termes qu'il faut connaître, les process qu'il faut connaître, et après, on fait du cas pratique. Donc, ça tombe bien, on voit tous des dirigeants toute la journée, et on va vous dire les questions que souvent vos confrères nous posent, et les réponses qu'on peut vous apporter pour que derrière, comme je vous l'ai dit, vous ayez les clés pour répondre à vos clients. Alors Nassim, on le sait, le mot d'ordre et la notion qui fait peur à tout le monde, c'est l'état de cessation des paiements. Or aujourd'hui, je pense que les hommes du chiffre vont avoir une vraie responsabilité sur cette notion-là et sur l'appréhension de la notion, notamment à l'ère de la restructuration des PGE, avec les fameuses attestations que vous devez compléter sur les attestations pour restructurer les PGE. Alors, comment on peut définir simplement la notion et après on verra comment on peut l'utiliser simplement avec les dirigeants. Merci Alexandra. En effet, la notion d'état de cessation des paiements est une notion fondamentale. C'est cette notion qui va permettre
aux experts, et en particulier aux experts comptables et les avocats en charge justement de traiter les procédures au soutien des entreprises en difficulté. C'est cette notion qui va permettre de savoir quelle procédure utiliser. On a la chance en France d'avoir une boîte à outils extrêmement complète avec des procédures adaptées à chaque situation. On va voir au fur et à mesure de ces ateliers différentes procédures qui sont classées en 2 grands groupes, les procédures préventives. Ça va être l'objet justement de notre séance d'aujourd'hui et on verra dans un second temps les procédures collectives. Et parmi ces procédures collectives et préventives, la notion d'état de cessation des paiements est la notion pivot qui va nous permettre de savoir quelle procédure on va pouvoir mettre en œuvre. Alors, l'état de cessation des paiements, c'est une notion légale, c'est une notion qui est définie par la loi. Alors ça, c'est une chance parce que très souvent, on a des notions complexes qui ne sont pas définies par la loi et qui sont définies par la jurisprudence et qui donnent lieu à des interprétations souvent très aléatoires et en tout cas source de contentieux. Pour ce qui concerne l'état de cessation des paiements, on a une définition légale. Et cette définition légale est donnée par le Code de commerce. Le Code de commerce nous dit que l'état de cessation des paiements, c'est l'impossibilité pour l'entreprise, pour le débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Donc c'est une définition qui est très simple et qui suppose la comparaison de 2 chiffres, l'actif disponible et le passif exigible. Alors, l'actif disponible, de quoi s'agit-il? L'actif disponible, c'est toutes les liquidités de la société à un instant donné. Et je dis à un instant donné, c'est extrêmement important parce que l'état de cessation des paiements, c'est une notion non pas sur un exercice donné, mais une notion quotidienne, un jour donné à un instant T. Donc, lorsqu'on s'intéresse à l'état de cessation des paiements d'une société, c'est un jour donné. Ce n'est pas sur une semaine ou un exercice comptable. Ça, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Pour l'actif disponible, on va s'intéresser aux seules liquidités disponibles à un instant T au profit de l'entreprise. Ça va être tous les soldes créditeurs de ses comptes en banque. Les soldes créditeurs, avec également les autorisations de découvert. Et quand je dis les autorisations de découvert, ce sont les vraies autorisations de découvert, pas les découverts que l'entreprise utilise en fin de mois avec la banque qui ne dit rien. Non, il faut un écrit. Donc, les soldes créditeurs, les autorisations de découvert, les équivalents de découvert, c'est-à-dire toutes les lignes de crédit qui sont déjà en place dans l'entreprise. Et de façon tout à fait exceptionnelle, les créances clients que l'on va pouvoir mobiliser, c'est-à-dire apporter à un factor. Et j'insiste sur cette notion de factor, il faut impérativement pouvoir démontrer que le compte client que j'ai, je vais pouvoir l'apporter à un factor et que dans un délai de 24 à 48 heures, je vais pouvoir avoir en contrepartie sur mon compte bancaire une somme déterminée. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai déjà un contrat de facteur qui fonctionne avec un historique et avec des règles très claires qui me permettent d'être sûr à 100% qu'avec les factures que j'ai sous le bras, je vais pouvoir aller chez mon facteur pour transformer ces factures en cash disponible. Mais les règles sont extrêmement précises et extrêmement strictes. Ce qui veut dire qu'à contrario, tout le compte client par nature et par hypothèse n'est pas considéré comme de l'actif disponible. Donc, je ne mets pas mon compte client, mes créances clients, dans mon actif disponible en dehors de ce cas très très précis du facteur. Par ailleurs, tous mes stocks ne constituent pas de l'actif disponible. Les immobilisations ne sont pas de l'actif disponible. Il y a une seule question à se poser pour savoir si un actif est disponible ou pas dans le cadre de la notion d'état de cessation des paiements. C'est de savoir si avec cet actif précis, je vais pouvoir payer un fournisseur qui est en bas de chez moi, qui attend le paiement de sa livraison. Eh bien, avec mon solde créditeur de mon compte en banque, je peux. Avec mes espèces, je peux. Avec mon autorisation de découvert, je peux. En revanche, avec une créance que j'ai sur un client, je ne peux pas. Encore une fois, l'exception du facteur. Et de la même façon, avec mes stocks, je ne peux pas le payer. Donc, l'actif disponible, c'est très réduit en réalité.
C'est uniquement ce que j'ai tout de suite de disponible. Le passif exigible, peut-être pardon, Nassim, je t'en prie. juste pour vous donner peut-être du concret par rapport au dossier qu'on peut voir sur l'actif, peut-être avec les leviers d'optimisation qu'on peut avoir. Donc la trésor, quand Nassim dit c'est que la trésorerie et c'est surtout les découvertes sont de la trésorerie disponible. Moi, j'ai vu une fois un état de cessation des paiements. Alors, état de cessation des paiements, d'ailleurs, ça ne nécessite pas pour le faire d'avoir la dernière situation intermédiaire ou le bilan arrêté. La réalité, comme le dit Nassim, c'est que la trésor, c'est à un instant T. Donc, votre client, il se connecte sur son compte bancaire, il sait à l'instant T combien il a. Ça, c'est la vraie vie. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, ça ne nécessite pas d'arrêter une situation intermédiaire parce que de toute façon, vous aurez tout le temps du décalage. À minima, vous aurez un mois de décalage. Et ce que veut le tribunal ou le président du tribunal, on rentrera dans le détail après, c'est la situation réelle. Donc, si on vous demande surtout un justificatif, ce sera le relevé de compte à l'instant T pour savoir combien il y a sur le compte. Donc ça, c'est important, je pense. Et d'ailleurs, c'est ce que vous demandera le conseil. Moi, je l'ai vu sur un dossier où on m'a mis le découvert au passif. Et l'expert comptable a essayé de m'expliquer brillamment que le découvert était de la dette. Oui, et s'il est autorisé, c'est pas de la dette. C'est une ligne de crédit qu'on peut utiliser. Et ça, il n'y a pas de difficulté vis-à-vis d'un tribunal. Donc, le découvert qui n'est pas utilisé, mais qui est autorisé, vraiment, vous pouvez l'intégrer à l'actif. Sur les stocks, peut-être aussi donner. Vas-y. Mes chers confrères, attention, ils sont avocats, ils sont administrateurs judiciaires. Il y a des confusions dans la terminologie. Attention à nous. Actif circulant, on a ça en tête, actif circulant, disponibilité, machin. Ça n'a rien à voir. Effectivement, ce ne sont pas des données bilancielles ou des données de tout ce qu'on veut. C'est simplement ce qu'on a sur le compte bancaire. C'est une notion cash. On n'a pas, mais ça, on y reviendra après, des situations intermédiaires de l'actif, les situations actives passives et autres. Non. C'est ce qu'on a dans la poche pour payer nos fournisseurs. On l'a pas, on est en état de cessation de paiement. Mais attention à la terminologie, on n'est pas actif, passif, compte de résultat. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des données purement physiques. Cash, voilà, c'est le cash. Pour revenir sur la notion du coup de créance client, c'est d'abord ce que tu as donné comme exemple. Sur le poste client, je vous donne un exemple que moi j'ai eu. Une fois, j'ai un dirigeant qui vient me voir qui avait 3 fonds de commerce dans de l'optique. Et il me dit, bon Alexandra, vous inquiétez pas, j'ai pas de trésor, mais je ne suis pas en état de cessation des paiements, j'ai 1 million d'euros de poste client. Bon, à première vue, si on prend brut pour point l'information, on se dit, bah, effectivement, il a 1 million d'euros, il va pouvoir les mobiliser tout de suite. Sauf que, optique, alors, je ne sais pas si tout le monde n'a pas de lunettes dans la salle, mais quand vous avez des lunettes, quand vous allez chez l'opticien, vous payez vos lunettes. A priori, vous ne partez pas sans payer la note. Ou à tout le moins, vous demandez à la mutuelle et à la sécu de payer. Bon. Et puis quand vous regardez le poste client, en fait, il s'avérait que depuis 3 ans, il ne se faisait pas payer par ses clients. Mais c'était des super copains, hein, disait-il. Malheureusement, là, effectivement, un conseil aura du mal à aller justifier à un président de tribunal que le poste client, est mobilisable rapidement. Donc, c'est vraiment, par contre, du coût humain. Le poste client, comme l'a dit Nassim, ça peut être un contrat facteur, mais on va être conscient qu'on a des PME qui n'ont pas de contrat facteur aussi, et des TPE aussi, dans votre quotidien. Vraiment, il faut faire du sur-mesure. Ça prend pas longtemps de faire une situation active-passive, mais il faut adapter ces notions-là en fonction de l'activité. Pareil pour les stocks, Nassim l'a dit, c'est le stock qui est rapidement mobilisable. Alors, des exemples comme ça, pris au fil de l'eau de l'exercice du métier. Une fois, j'ai eu stock de blé. Je me dis, est-ce que le stock de blé, c'est rapidement réalisable? Bon, à première vue et au vu de la crise actuelle en plus, c'est bien d'actualité. Le blé, a priori, j'ai un cours et je peux le vendre rapidement. Donc, je vais peut-être pas le vendre au prix que je souhaite, mais au moins, je vais pouvoir le vendre rapidement. Vas-y, tu veux dire une bêtise. Vas-y. Évidemment, le blé avec l'Ukraine, c'est déjà compliqué. Voilà, et le blé, pour les experts comptables, c'est quand même de la fraîche, du black et tout. C'est du blé. Non, bah, je suis désolé, mais bon. Alors, on va animer un peu cette. Parce que donc, sinon, le blé qu'on redit, voilà. Non, mais, et à contrario, je prends des ailes d'avion. C'est l'exemple que je donne souvent en formation. Des ailes d'avion, on me dit toujours, bah non, c'est pas rapidement réalisable. Oui, mais si je produis des ailes d'avion, que j'ai un bon de commande pour produire des ailes d'avion et que j'encaisse le prix sous 48 heures et que je peux justifier que la commande elle est passée et que je vais encaisser le prix, là, effectivement, on pourra le prendre en compte. Donc,
Attention. Alors, je suis un petit peu moins. Ah, toi, t'es pas d'accord sur les ailes d'avion. Moins souple. Alors, c'est pas par principe, c'est juste par expérience sur l'analyse de la jurisprudence, surtout, hein, puisqu'on parle quand même de notions juridiques. Hein, donc, c'est quand même in fine les tribunaux et les cours qui décident lorsqu'il y a des sujets. Et la jurisprudence est malheureusement très, très claire. C'est que la seule exception qui est vraiment très restrictive, c'est le compte client qui peut être factorisé. Et dans le cadre d'un facteur qui fonctionne de façon quotidienne, dans un flot constant. Oui. de factures mobilisées auprès du facteur. Pourquoi on a cette exception? Parce qu'en réalité, un facteur, contrairement à un fournisseur à qui je vais vendre du blé ou une aile d'avion, un facteur, c'est un établissement de crédit. C'est un établissement de crédit qui est soumis à des règles extrêmement précises et très, très contraignantes, au même titre que les banques. De sorte qu'il y a une certitude que si j'apporte une facture à un établissement de crédit, en échange, mais il faut que je le démontre, dans le cadre d'un contrat qui fonctionne déjà, je vais avoir l'équivalent, avec évidemment modulo la commission du facteur, je vais avoir le cash en échange. Au même titre qu'une banque. Moi, je suis créancier de la banque. On n'est jamais propriétaire de son argent. Lorsqu'on parle en réalité de la trésorerie dont on est propriétaire, en réalité, on n'est que créancier de l'établissement bancaire. Et il y a une confiance sur les établissements bancaires, sur le fait que dès qu'on demande un transfert d'argent d'un compte à un autre, on sait qu'il va avoir lieu parce que les banques sont soumises à des règles extrêmement contraignantes. Mais on n'est pas propriétaire de son argent en réalité, on n'est que créancier d'un établissement bancaire. Et en fait, le facteur, il est assimilé à une banque. Donc c'est pour ça que la jurisprudence a cette tolérance. En dehors de cette exception, en réalité, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que si j'ai un stock d'essence en ce moment, on sait quelle valeur a l'essence avec les pénuries, les grèves, etc. Si j'ai un stock d'essence qui vaut 1 million d'euros, je ne vais pas pouvoir le mettre dans mon actif disponible, même si je sais que je vais le vendre demain matin. Tant que je n'ai pas l'argent sur mon compte, quand même... ce n'est pas du disponible. Voilà. Si je peux me permettre, attention, ce ne sont pas des données comptables encore. Bon, on va faire très simple. Le compte client, vous l'oubliez. Le stock, vous l'oubliez. Non, mais là, tu vas les faire partir en courant, là. Non, ça va te dire tous nos clients sont en état de cessation des paiements. Eh ben, on n'est pas loin. La définition légale, on n'est pas loin. C'est le cas, exactement, je suis d'accord. Pour beaucoup d'entreprises. Voilà. Donc, de là, vous prenez simplement la situation de trésorerie que vous téléchargez mais au jour même, et non pas c'est l'état de rapprochement bancaire. Je parle pour nous, experts comptables, parce que l'état de rapprochement bancaire, c'est avant. Non, c'est le jour même, et là, effectivement, vous faites l'actif disponible, qui est juste là. Il faut utiliser avec parcimonie les leviers d'optimisation. Et ça, c'est la réalité, et c'est ce qu'on voit dans toutes les juridictions, qu'on soit à Paris, en province, où vous voulez. Les présidents sont bienveillants. Voilà, parce que la prévention, ça dépend des présidents de juridiction. Donc, bien évidemment, ils sont bienveillants. Il ne faut pas tordre la notion. Et c'est ça l'avantage de l'état de cessation des paiements, c'est qu'il y a 24 heures, vous êtes en état de cessation des paiements, 2 heures après, vous n'y êtes plus. Donc, c'est malléable et c'est souple. Après, il ne faut pas trop jouer. Donc, on peut partir de la notion brute, et ça, c'est vraiment important, c'est la trésor. Après, il faut utiliser avec parcimonie le poste client. Si vous utilisez le poste client alors qu'il est irrecouvrable depuis 3 ans, allez démontrer à un président que dans 2 jours, vous aurez le cash, ça va être quand même compliqué. Après, si avec les leviers, le bon de commande ou des justificatifs, et parfois il y a même des mises en délibéré, des dossiers de prévention, où le président dit écoutez, vous me justifierez qu'effectivement vous avez encaissé la commande et que c'est en trésorerie, au moins ça permet de démontrer au président du tribunal qu'il y a une vraie volonté de démontrer qu'on n'est pas en état de cessation des paiements et qu'on est en capacité d'aller démontrer aussi un retournement possible en prévention. Parce que le but, par contre, c'est pas de faire rentrer un carré dans un rond. Si à un moment donné, on est en état de cessation des paiements caractérisés, il faut aller dans d'autres procédures qui s'appellent des procédures collectives, on en reparlera dans d'autres ateliers, et ça fonctionne aussi. C'est aussi des outils de gestion. La seule chose, c'est qu'il faut savoir les utiliser le plus en amont possible. Alors, malheureusement, la réalité aussi, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises, effectivement, si on fait l'addition, qui sont en état de cessation des paiements, mais c'est aussi votre rôle et notre rôle de leur dire. Là, moi, j'ai fait un rendez-vous en début de semaine où j'ai dit aux dirigeants, monsieur, il faut aller en liquidation judiciaire, et finalement, je crois que et lui et l'expert comptable attendaient que ça. Mais ça fait aussi du bien de l'entendre, et je pense que c'est aussi notre rôle en tant que tiers à l'entreprise. Parfois, c'est plus facile pour nous de le dire que vous, de dire à un client, il faut arrêter.
monsieur, c'est trop tard, on poursuit une activité qui est déficitaire depuis 3 ans, c'est pas la peine de tenter une 4e année. Voilà. Donc, sur les leviers d'optimisation, on retient que ça, poste client stock, en sachant, avec la nuance de Nassim, et c'est vrai que le but, c'est pas de se battre devant un président et d'avoir raison devant un président. La notion, normalement, que vous devez seulement retenir, c'est la trésor. C'est ça. Et j'ajouterais aussi, et c'est important, là on parle de la prévention. Donc en effet, on a parfois des leviers qui nous permettent de convaincre le président du tribunal, puisque ces procédures préventives sont ouvertes devant le président du tribunal et par le président du tribunal. On a parfois des moyens de le convaincre et de faire appel à sa bienveillance pour assouplir un petit peu l'analyse de l'état de cessation des paiements. Il y a une remarque quand même que je veux faire, c'est que la prévention, c'est une chose. L'état de cessation des paiements est aussi une notion, et ça c'est beaucoup moins agréable, c'est une notion qui va servir également, malheureusement, lorsque la société n'arrivera pas à s'en sortir et partira en liquidation judiciaire. C'est une notion qui va permettre de déterminer si le dirigeant, à l'époque de son état de cessation des paiements, a retardé ou pas le dépôt de bilan de sa société, c'est-à-dire la déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le retard dans la déclaration d'état de cessation des paiements, c'est une faute de gestion, indépendamment de la prévention. Et si c'est une faute de gestion, le risque pour le dirigeant, en cas de liquidation judiciaire de sa société, c'est d'être condamné par le tribunal en interdiction de gérer pendant 15 ans au maximum. Donc 15 ans, vous ne pouvez plus diriger une société, vous ne pouvez même plus être actionnaire d'une société. Et l'autre sanction possible, c'est le comblement de passif. C'est d'avoir à payer le passif de votre société sur vos deniers personnels, sur votre patrimoine, indépendamment de la structure sociale, même pour une société anonyme ou une société à responsabilité limitée. Bon. Et le retard dans l'état de cessation des paiements, dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, c'est 45 jours continus. C'est-à-dire qu'une société qui est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours engage la responsabilité de son dirigeant. Et 45 jours, c'est court. Donc, soyons vigilants sur cette notion d'état de cessation des paiements. Je crois qu'il faut le dire. C'est vrai qu'on peut quelquefois demander une certaine souplesse lorsqu'on veut rentrer en prévention, mais il faut toujours avoir ça en tête. Et cette notion n'est pas une notion théorique. Les poursuites des dirigeants en faute de gestion, en comblement de passifs, Thierry le sait très bien, ce ne sont pas des procédures théoriques, c'est le quotidien des tribunaux de commerce aussi. Et ça va l'être de plus en plus, à l'ère notamment du remboursement des PGE, où aujourd'hui, vous le savez tous, on a une garantie d'État qui intervient à 90%. Autant vous dire que vu le risque de reliquat qu'on va avoir sur ces PGE, forcément à un moment donné, BPI avant de payer va vérifier ce qui a été fait. Et comment était la structure au moment où elle a souscrit le PGE, à quoi ont servi les fonds, et si ou pas elle était en état de cessation des paiements. Alors surtout, quand vous faites des attestations pour obtenir les restructurations, vérifiez bien cet état de cessation des paiements, parce qu'après, moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait un transfert de responsabilité aussi sur le conseil. Et là, on ne joue plus dans la même cour. On y vient enfin, à la fin. On finit l'état de cessation des paiements et j'y reviens après si ça ne vous dérange pas. Oui, c'est important. Oui, vous avez raison. Alors, l'état de cessation des paiements, voilà. Donc, juste une petite chose. Le passif, parce que mine de rien, et là on en revient, on va parler un peu expert comptable, pardon, c'est un peu le principe de prudence. C'est-à-dire, on prend que la trésorerie qui est sur notre compte, et puis de l'autre côté, le passif, et là, Nassif a en parlé, c'est tout le passif. Donc, évidemment, à 90% des entreprises en exigible. Exigible, qu'est-ce que j'ai dit? Exigible. T'as dit tout le passif. Ah oui, quand même. Alors déjà qu'ils n'avaient pas de trésor, là, ils ont commencé à se traiter. Là, on n'a plus rien. Non, mais bon. Non, mais il faut mettre un peu d'animation quand même. Non, évidemment, mais d'un côté, c'est vraiment le principe de prudence. C'est d'un côté, on prend tout, et puis de l'autre côté, on prend rien. Donc, voilà. Et sur le passif exigible, l'autre volet de la notion d'état de cessation des paiements, donc actifs disponibles, on a vu, c'est que ce que j'ai en cash sur mon compte en banque avec les autorisations de découvert. Et on va comparer ce montant le même jour, à un instant T, avec le passif exigible, c'est-à-dire toutes les dettes de la société à un instant T qui sont exigibles, c'est-à-dire dont l'échéance est arrivée, toutes les dettes échues, quelle que soit la date d'échéance. Ça peut être échu depuis aujourd'hui, depuis une semaine ou depuis un an. Et peu importe que le créancier se soit manifesté ou pas, ça c'est important. Il n'y a pas de distinction
À un moment, on a pensé qu'on pouvait distinguer entre le passif exigible et exigé. Non, c'est tout le passif exigible, peu importe que le créancier réclame son dû ou pas. En revanche, lorsque pour une créance donnée ou une dette, tout dépend d'où on se place, j'ai un moratoire écrit de la part d'un créancier ou un report d'échéance mais écrit, d'accord, il faut pas que ce soit oral, il faut que ce soit écrit. Là, dans ce cas, par hypothèse, comme la date d'échéance est reportée sur accord du créancier, cette dette sort de mon calcul de l'état de cessation des paiements. D'accord ? Alors, pour rebondir peut-être, écrit. C'est-à-dire, vous avez un fournisseur qui est super sympa avec vous. OK, ben, je te fais à 90 jours. Non, non. Là, on n'est pas là. Il faut que ça soit écrit. Il faut que ce soit un écrit, c'est obligatoire. Alors, elle est échue. Elle est considérée comme échue. Elle est échue. En fait, absolument. surtout, elle va apparaître dans la balance fournisseur. Et donc, du coup, pour justifier au président que malheureusement, elle n'est pas due, il n'y a pas d'écrit. Juste en complément sur les deux leviers, donc on a dit moratoire, donc échéancier ou suspension d'exigibilité, effectivement, avec un report de date de facture, où il y a aussi la dette contentieuse. Et il y a des avocats brillants qui font des oppositions à l'URSSAF. Comme ça, matériellement, il y a un risque de contestation devant le tribunal et un aléa judiciaire qui permet de considérer que la dette, pour le moment, elle est à échoir et pas échue. Ça, c'est très important. Voilà, ce que tu précises, c'est qu'en effet, il y a une autre condition pour le passif exigible, c'est le passif certain et non contesté. C'est-à-dire que les créances litigieuses, ce qu'on appelle les créances litigieuses en droit, ne font pas partie du passif exigible. Alors, évidemment, il faut que ce soit une contestation sérieuse. On ne va pas faire des contestations fantaisistes uniquement pour que cette dette sorte du passif exigible. D'accord ? Voilà, si je peux me permettre, si j'ai 90 fournisseurs et je dis que j'en ai 88 qui sont contestés, il faut peut-être s'arrêter. Hein. Mais on a des clients un peu bizarres quand même, je vous rappelle. Non, mais bon, la dernière fois, moi, j'avais un exemple, c'était un dossier prud'homme. Bon, le seul passif qui risquait d'avoir, c'était le contentieux prud'homme. Et l'objectif de la procédure de prévention, c'était de négocier avec le salarié. Malheureusement, et l'expert comptable, quand il a fait la situation active-passive, il m'a mis la trésor, donc en face, clairement, on ne pouvait pas payer, et il me mettait le risque prud'homal. Et je dis, mais le risque prud'homal, comme vous le caractérisez bien, c'est un risque. Donc, c'est une dette à échoir potentielle, mais ce n'est pas le passif exigible. Voilà. Au niveau des moratoires que vous évoquez pour les accords ou les différés de paiement, oui. Il faut que ça soit des documents qui soient signés par les deux parties. Ça dépend parce que l'échéancier URSSAF que vous avez obtenu pendant la crise Covid, il n'est pas signé par le dirigeant. L'échéancier URSSAF, vous pouvez même le sortir sur l'espace entreprise de la boîte et vous aurez l'échéancier. Alors, la question qui a été posée, juste le temps qu'on active le micro, c'était est-ce qu'il faut un écrit signé de deux parties? La réponse est non, parce que ce n'est pas forcément tout le temps le cas, notamment sur les sociaux fiscaux. Oui, et non, ce que j'évoquais, c'est les contrats de crédit-baux. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont des contrats de location, ou de crédit-baux ou de location, qui ont suspendu et différé des échéances. Alors, souvent, ils ont fait un avenant pour remettre le tableau d'amortissement à la société. Donc, le justificatif du nouveau tableau d'amortissement permet de justifier auprès de. Voilà, c'est suffisant. Oui, voilà, totalement. Oui, c'est suffisant. Alors, totalement. Si on veut pinailler, on pourrait se dire non. Il y a un contrat. Un contrat, c'est à deux parties. C'est pour ça que je pose la question. Une partie ne peut pas d'emblée changer les échéanciers de paiement, même si l'échéancier de paiement qui a été décidé par une partie est, semble-t-il, plus favorable pour l'autre partie. Bon, d'un point de vue juridique, ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle une modification unilatérale d'un contrat. Or, il faut l'autorisation de l'autre partie. Dans les faits, personne ne va se plaindre, on le sait bien, du crédit bailleur ou du bailleur qui va d'emblée, sans demander son avis à son partenaire, de lui accorder des délais supplémentaires. C'est ce qui s'est passé pendant la période Covid, d'ailleurs. Les créanciers sociaux, on le sait bien, ont spontanément d'autorité accordé des délais, fait des reports d'échéance, et certains ont eu des déconvenus parce qu'ils s'en sont pas rendus compte. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de prélèvement, donc avec une trésorerie assez confortable, n'ont pas provisionné et se sont fait ensuite rattraper quelques mois plus tard. Donc juridiquement, normalement, il faudrait l'accord du co-contractant ou du. Oui, mais mais sur les crédits bailleurs, sur les crédits bailleurs, ils ont matérialisé. C'est suffisant. Et surtout sur les crédits baux et la LOCFI, c'était pas spontané. Enfin, en tout cas, sauf crédit baux partenaire bancaire,
où vous avez une filiale de la banque qui fait du crédit bail, où effectivement là ça a été spontané, sur les crédits bailleurs indépendants, il a fallu demander la mise en place du gel. Donc forcément par ricochet, ils ont avenanté le contrat pour changer le tableau d'amortissement. Donc vous avez forcément la modification du tableau qui a été signifiée à votre client. Alors, il y a une date de dénonciation du concours. Ben là, j'ai le cas, moi, actuellement. Voilà, ben là, j'ai un dirigeant qui m'a appelé 16 octobre. On est le 10. Voilà, donc ils ont 60 jours, je crois, pour. C'est ça, ça. 60 jours. Ouais. Pendant cette période des 60 jours, est-ce qu'on considère que le découvert est toujours une ressource pour la société ou d'emblée, on va dire. Absolument. Ouais. Ouais. On S'il peut est attendre le tiré à- 59e jour. Alors, et dire, s'il est tiré à plein, bah, il est tiré à plat. il y a plus- donc c'est une dette pour l'ensemble c'est une dette qui n'est pas exigible pour l'ensemble de ce qui a été tiré. Si j'ai tiré la moitié, j'ai encore du disponible à hauteur de la moitié Et donc je le mets dans. dans mon actif disponible. Et au bout de 60 jours, tout ce que j'ai tiré devient du passif exigible. Ce qu'on appelle la réserve de trésorerie, c'est le découvert qu'on n'a pas utilisé. Bien que la banque. Et au bout Oui. du 60e jour, Oui. ça y est, Au bip, 60e, je suis en cessation. C'est ça. Au 59e, je le suis. C'est ça. c'est ça. Alors, attention, parce que ça dépend si vous avez utilisé le découvert. Si le découvert, il est utilisé, vous n'avez pas de nouveau une ligne de découvert à mettre à votre actif dispo. Hein. Oui, voilà. OK, non, mais on est d'accord. Vous avez 20 en 20. Voilà. Ouais. De toute façon, Ok, dispo. c'est ça. Ouais, exactement. Et la date de dénonciation, du coup, l'échéance, donc là, vous voyez, moi, c'est le cas, 16 octobre. 16 octobre, il faut rembourser 50 000 à la banque. Le problème, c'est qu'on n'a pas. Alors, à date, on a de la trésor. Au 16 octobre, on sera à moins 50 et on n'aura plus rien en face à mettre. Et donc là, effectivement, il faut un avocat qui va vite aller voir le président pour vite ouvrir une procédure de prévention parce qu'au 17, on ne pourra plus ouvrir une procédure de prévention. La petite. On va. Mais voilà. Attention, Ah, là, on n'est plus il là nous pour donne commencer le dans le- toboggan. La On parle question, depuis tout à c'est. l'heure de Bien date sûr. de cessation de paiement, ça je l'entends. Mais En fait, on est Voilà. parti de la notion d'état de cessation des paiements parce qu'en fait, c'est la clé de voûte. d'accord. C'est nous ce qui nous permet de dire quand on vient nous voir et c'est ce qui permet de dire à un dirigeant, voilà, nous on peut vous orienter, comme a posé le cas de Nassim, soit vers de la prévention, soit vers de la procédure collective. Même si on verra, on tempérera le propos, mais la réalité c'est que normalement, il est préférable, je tempérerai après, on tempérera après, de ne pas être en état de cessation des paiements pour ouvrir de la procédure de prévention. D'accord. Ok ? Une fois qu'on a mais cette notion, elle est tellement charnière et elle vous fait tellement peur. Et nous, on le voit dans les dossiers. Hein. Moi, la semaine dernière, j'ai un expert comptable. Comment ? Alors, on va y venir. Mais la notion d'état de cessation des paiements, elle fait tellement peur déjà aux professionnels du chiffre qu'on se dit si on la dédramatise pas et qu'on la rend pas accessible, forcément derrière, vous n'allez pas prescrire la prévention à vos chefs d'entreprise. Donc, on s'est dit, il faut qu'on parte de la notion, qu'on vous montre que ça prend 30 minutes, même pour un dirigeant qui n'a pas de compta, hein, parce que la vraie vie, c'est que nous, on voit des chefs d'entreprise, quand l'expert comptable, il a arrêté de faire ses travaux parce qu'il n'est pas payé. Et au final, et c'est un vrai sujet, parce que moi, je dis un expert comptable qui n'est pas payé, bah, la réalité, c'est quand même une dette exigible. Hein. Donc, ça caractérise aussi un état de cessation des paiements. Et finalement, ce n'est pas aider le client que de ne pas encaisser les honoraires. Donc, c'est un vrai travail d'équipe. Donc, moi, je dis ça aux dirigeants. Si vous ne payez pas votre expert comptable, ben, ça caractérise à lui seul un passif exigible. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, la notion d'état de cessation des paiements, plus vous la rendrez simple à vos clients, plus vous leur expliquerez quand vous signez une lettre de mission comment on fait un état de cessation des paiements, déjà plus ils auront la facilité à vous parler de leurs difficultés. Parce que c'est ça aussi. Parfois, vous les voyez qu'à la fin pour le bilan et entre-temps, ils ne vous appellent pas. Et vous, quand vous arrivez, c'est déjà trop tard. Donc, on s'est dit, il faut qu'on parte de cette notion, la rendre accessible, vous la simplifier, vous dire comment on le fait. Et après, de là, on peut vous parler des procédures. Et ça va, en plus, ça rend beaucoup plus simple le thème parce que après, on se dit, ah bah oui, si c'est aussi simple, mais en fait, il n'y a pas de sujet finalement. Et parler de la prévention à ses clients, c'est finalement leur trouver des solutions quand il y a un creux. Parce qu'une entreprise, et on s'adresse qu'à des chefs d'entreprise, on l'est aussi, c'est pas un long fleuve tranquille. Sinon, tout le monde voudrait être chef d'entreprise. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est les montagnes russes. Il faut juste, avant d'arriver au bas, savoir vers qui se tourner. Vous ne pouvez pas être spécialiste de tout. Nous, on est ultra spécialisés dans nos métiers. Et le but, c'est de vous monter, c'est un travail d'équipe. Thierry a totalement raison dans le propos introductif. Il y a eu des générations d'administrateurs où on travaillait en vase clos. Aujourd'hui, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de travailler en équipe. Moi, je dis toujours, je suis le bras gauche du dirigeant. Bon, je suis droitière, hein, je précise. Le bras droit, pour moi, c'est l'expert comptable parce qu'il me sert tout le temps et je travaille tout le temps avec lui. Le bras gauche, moi, c'est je suis là si le bras droit, il a besoin d'un coup de main et je viens l'aider. Une fois qu'on a compris ça, on a posé le cadre et on peut travailler et surtout arriver en amont quand il y a encore des solutions. Plus on attend, moins on a de cartes en main.
Alors, pour rebondir juste sur une petite chose, n'ayons plus peur d'aller voir les tribunaux, les administrateurs, des vrais conseils. Ça a bien évolué. On a la boîte à outils qui est pleine. N'ayons plus peur. Le gros problème de tous mes confrères, ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Oui, mais je suis pas payé. Mais qu'est-ce que je vais faire sur la situation active, passive, machin? Il y a plein de missions complémentaires à prendre. Il y a plein de belles choses à faire pour sauver les entreprises. Et si nous-mêmes, nous avons peur des procédures, bah, on va pas jamais s'en sortir. Non, on doit bien les connaître, bien les maîtriser. C'est un peu l'objet de tous ces ateliers qu'on essaye de vous animer. Alors, du coup, Nassim, on a... Oui, le micro. Vous n'entendez pas là? Non, mais c'est ceux qui sont en visio. On a beaucoup de monde en visio. Ça marche là. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi. Sur la notion de passif exigible, justement, j'ai un cas tout à fait pratique là en ce moment. C'est une société qui a un gros procès assez lourd et qui se pose la question de déposer le bilan, en fait, hein, comme on disait autrefois. Et toutefois, il y a une bonne partie de ces jugements qui sont contestés. Donc, c'est toujours un peu difficile de dire j'attends pas. Alors, tout dépend où vous en êtes, où votre client en est au niveau de ses contentieux. On est à la cassation. Bon, cassation, ça veut dire, alors ça c'est important. Ça veut dire que là, vous êtes en l'état de décision, ce qu'on appelle passer en force de chose jugée. C'est-à-dire que vous avez des décisions de cour d'appel qui ont condamné votre client. Oui. D'accord. Donc votre client aujourd'hui doit payer. Là, c'est échu. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les causes de l'arrêt, malgré l'arrêt, le pourvoi en cassation qui a été formé, les causes de l'arrêt de cour d'appel qui a condamné votre client, ces sommes-là sont échues. Et là, elles rentrent obligatoirement, ça a été jugé dernièrement par la Cour de cassation, elles rentrent obligatoirement dans le passif exigible. La notion, c'est est-ce que c'est exécutoire? C'est exécutoire. Je dois exécuter. Donc, c'est ce qu'on évoquait nous sur le contentieux, c'est avant que le contentieux est engagé, j'ai pas de décision. Alors, il y a une petite nuance. C'est exécutoire, mais avec force de chose jugée. Alors, je vais pas rentrer dans ce détail-là. Retenez que une condamnation, même exécutoire, devant le tribunal, même en référé, si elle fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel, cette décision, enfin les sommes qui font l'objet de la condamnation sont des sommes contestées valablement, donc ça ne rentre pas dans le passif exigible. Ce n'est qu'au stade de l'appel, par une décision de cour d'appel, là ça change de nature. Lorsqu'une cour d'appel condamne, là, cette somme-là, non seulement est exécutoire, mais surtout, elle a force de chose jugée, de sorte que si on fait un pourvoi en cassation, cette somme reste exigible. Voilà, c'est ça la petite nuance. Retenez, première instance, s'il y a un recours, ça sort du passif exigible. En cour d'appel, c'est échu, c'est exigible. Donc après, la question pour votre client, c'est de savoir si, avec ces condamnations-là, il est en état de cessation des paiements ou pas. C'est-à-dire, est-ce que, avec ces condamnations, il est... Voilà. Donc là... La panoplie. Donc là, votre dirigeant... Bon. Donc, depuis que l'arrêt d'appel a été rendu, il y a un chronomètre de 45 jours qui s'est mis en marche et théoriquement, enfin, c'est pas théoriquement, c'est que juridiquement, votre dirigeant, votre client a 45 jours pour ce qu'on appelle déposer le bilan, c'est-à-dire se rendre au tribunal, régulariser une déclaration de cessation des paiements pour ouvrir soit un redressement judiciaire, soit une liquidation judiciaire ou peut-être une conciliation. Et là, on va justement venir un petit peu plus dans le détail de ces procédures, hein, puisqu'on est là pour vous expliquer ce que sont ces procédures, parce que on va voir que l'état de cessation des paiements permet, enfin, lorsque l'état de cessation des paiements est caractérisé, on peut malgré tout ouvrir des procédures de prévention, ce qui est un petit peu la spécificité de notre système, et qu'à l'inverse, lorsqu'on n'est pas en état de cessation des paiements, on peut quand même bénéficier d'une procédure collective. Bon, mais ça, on va vous l'expliquer justement. Alors, il y a une autre question. Alors, c'est le but. Hein. Donc, nous, on a prévu des questions, mais si vous voulez qu'on fasse du vrai pratico-pratique par rapport à vos clients, tant mieux. Nous, on est là pour ça, parce que la théorie, on la connaît.
Mais par contre, répondre à vos questions que vous posez au quotidien dans votre bureau, on n'est pas là tous les jours et malheureusement, vous ne nous appelez pas. Donc, si on peut faire hotline en direct, c'est tant mieux. Hein. Donc, alors, vous venez avec vos questions, on vient avec nos réponses. Après, on va essayer de concilier. Et après, on fait le cocktail. Alors, donc... Je vous rassure, ça va être très rapide. C'est encore une fois par rapport à un cas très concret qu'on traite en ce moment et à une notion que vous avez évoquée au début, les découverts qui ne sont pas autorisés par écrit, mais qui sont... La banque ne dit rien. Alors Nassim, est-ce que tu vas te battre pour le découvert de... Alors, la règle est très très claire. Un découvert qui n'a pas été autorisé expressément par la banque n'existe pas. Au regard de la loi, il n'existe pas. Exigible à l'instant. Exactement. Votre copain banquier Absolument. avec qui vous allez bouffer tous les mardis et vous faites un bon resto, machin, qui vous dit allez, vas-y, tu utilises à 20 000, ça me dérange pas. OK, si jamais ça se passe mal, si je n'ai pas d'écrit, passif exigible, au revoir tout le monde. Alors, attention, tout dépend de quoi on parle. Il faut être très précis. Vous dites un découvert non autorisé, c'est quoi? C'est j'ai tiré le découvert, donc du coup j'ai plus de disponible. Si on va prendre un exemple, vous avez une société qui tous les mois, on le sait, ça marche comme ça depuis 2 ans. Elle va tirer 20 000 € tous les mois au-delà de son découvert autorisé ou en tout cas au-delà de son solde créditeur. Bon, mais il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. C'est le responsable de l'agence bancaire qui accepte, qui ferme les yeux là-dessus. Et tous les mois, elle fait ça. Si votre client aujourd'hui, il a tiré comme d'habitude au-delà de son solde créditeur à 20 000, bah là, il a une dette de 20 000 € exigible, échu, d'accord? Parce qu'il n'a pas de délai pour ça, puisqu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien du tout. Si en revanche, à aujourd'hui, il a un solde créditeur de 5 000 € et il sait que, comme d'habitude, il va pouvoir mettre son compte à moins 20 000 avant la fin du mois. Ben là, il a une sorte de découvert toléré qui n'est pas encore tiré. D'accord? Ce serait comme un découvert autorisé non tiré. Parce qu'il y a une récurrence. Bon. Donc là, c'est pas une dette, c'est pas encore une dette, forcément, parce qu'il l'a pas consommé. Il est en solde créditeur. Pour autant, c'est pas parce qu'il y a une tolérance que c'est considéré comme de l'actif disponible. Ce n'est pas du passif exigible, parce qu'il n'a pas tiré dessus, mais ce n'est pas pour autant de l'actif disponible. Vous voyez la petite nuance? C'était pour savoir de paiement, il y a 2 cases. Ouais. Je suis obligée de le mettre, ce montant-là. Non, mais parce que vous, alors, il est tiré le découvert. Quel montant? Un montant tiré? Tiré. C'est du passif exigible. Mais ça c'est du passif. Ça, on est sûr que c'est pas de l'actif disponible. Ça, c'est sûr. Mais peu importe que le découvert soit autorisé ou pas, de toute façon, un découvert, à un moment, il faut le rembourser. Si c'est un découvert autorisé avec un écrit et qu'on est arrivé à échéance de remboursement, c'est du passif exigible. Sur le découvert, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on met dans l'actif disponible le découvert autorisé par hypothèse non encore tiré. Sinon, ce n'est pas de l'actif. Et peut-être sur la notion de passif exigible sur le découvert, peut-être revenir sur le découvert à durée déterminée ou indéterminée. Parce que si vous avez du découvert à durée déterminée, ça revient à la question de monsieur tout à l'heure, effectivement, la date d'échéance de remboursement du découvert, alors là, on n'est pas sur la dénonciation de découvert, mais sur une date d'échéance de votre découvert, effectivement, c'est là que on constatera le passif exigible. Si je suis à moins 20, mais que j'ai un découvert qui arrive à échéance au 31/12, effectivement, c'est pas du passif exigible. Par contre, si je suis à moins 20 et l'échéance, c'est le 10, le 9, effectivement, là, vous avez un passif qui est exigible. Donc, c'est là, c'est vraiment, c'est ce qu'on vous dit, c'est du coût humain et c'est à l'instant T. Donc, c'est ça qui est super, c'est que du coup, c'est malléable, mais il ne faut pas se tromper dans les cases. Alors, je sais que l'ordre, mais je ne sais pas si toi tu l'as vu passer, avait fait un tableau avec des couleurs. Qu'est-ce qu'on met à droite, qu'est-ce qu'on met à gauche? Franchement, ça ne vaut pas les couleurs. Hein. C'est assez simple. Hein. Trésor, j'ai pas vu. T'as pas vu? Oui. Bon, j'ai pas vu les couleurs. Hein. J'avais du orange, du rouge, mais bon. Voilà, c'est vraiment simple. Vous avez vu, on l'a fait en un quart d'heure. Donc, effectivement, quand vous êtes sur des groupes, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais quand vous êtes déjà sur des groupes, vous avez un DAF qui maîtrise, il y a un service qui gère les fournisseurs, un service qui gère les clients, un service qui gère la trésor. Donc, vous avez quasiment à l'heure près ce qu'il y a sur les comptes et ce qu'on doit à l'instant T.
Donc, même si c'est une notion consolidée et que vous êtes sur une ETI, vous savez forcément ce qu'il y a sur les comptes et ce qu'on doit. Même le chef d'entreprise qui n'a pas de compta, au pire, vous lui demandez le courrier qu'il n'a pas ouvert depuis 6 mois. Il va arriver avec son petit courrier et vous allez voir tous les courriers qui ne sont pas ouverts, les mises en demeure auxquelles il n'a pas répondu. Non, mais c'est du vécu. Hein. Moi, une fois, j'en ai un qui m'a dit, j'ai plus de comptable, je n'ai pas la compta. Je lui ai dit, amenez-moi votre courrier. Il n'avait pas ouvert le courrier depuis 6 mois. J'ai vite vu que c'était liquidation parce que clairement, il n'y avait pas de trésor et en plus, il n'y avait que de la dette. Donc, c'est vraiment l'état de cessation des paiements, il n'y a rien de plus simple. Et je pense qu'on gagnerait tous en sérénité si les chefs d'entreprise, dès la création de l'entreprise, donc quand vous signez l'aide de mission, expliquez-leur. Au fait, votre entreprise, bon, ça ira peut-être bien tout le temps, mais des fois, il y aura peut-être débat. Et voilà la notion qu'il faut que vous maîtrisiez, l'état de cessation des paiements. Et vous leur expliquez de faire un fichier Excel et qu'ils tiennent le fichier Excel et que tous les 6 mois, ils se posent la question de tiens, est-ce que je suis en état de cessation des paiements? Faites-leur un petit mail, ramenez automatique le sujet. Et plus on en parlera, plus ça nous permettra d'anticiper. Il faut le faire aussi chez nos confrères. Hein. Vous faites un tableau Excel aussi, c'est bien. Oui. Bon, donc est-ce que déjà sur la notion d'état de cessation des paiements, il n'y a plus de questions de cas pratiques? Bon. Alors, on sait maintenant ce que c'est l'état de cessation des paiements. Nassim vous a un peu teasé la suite. Nassim, maintenant qu'on sait qu'on n'est pas en état de cessation des paiements, on a le droit à la prévention. Alors, c'est quoi la prévention? Alors, tu as raison aussi, parce que tu as raison aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on va voir que même l'état de cessation des paiements, même quand on est en état de cessation des paiements, on va pouvoir, dans certains cas, bénéficier d'une procédure de prévention. Bon. Alors, les procédures. Je vous le disais tout à l'heure, en France, on a 2 types de procédures, les procédures collectives et les procédures préventives. On verra dans un second atelier les procédures collectives. Il y en a 3, on les connaît, on en a entendu parler, c'est la liquidation judiciaire. Et on a 2 autres procédures jumelles, le redressement judiciaire et la sauvegarde. C'est quasiment pareil. Redressement et sauvegarde, c'est quasiment pareil. Ce qui explique et ce qui permet de comprendre ces 3 procédures, c'est, ayez cette image, c'est on met la société sous cloche, elle est sous une cloche de verre, elle est protégée de tous ses créanciers dont la créance est née antérieurement, on gèle le passif, on ne l'efface pas, on gèle le passif et on laisse la société sous sa cloche. En liquidation judiciaire, elle va mourir la société. On arrête l'activité, on licencie tout le monde et on vend les actifs. En redressement et en sauvegarde, on va la faire on va essayer de la redresser, la société. Elle n'est pas complètement morte, mais on va la protéger. Et on va la mettre sous la protection du tribunal avec un administrateur judiciaire qui va assister le dirigeant. Ça, c'est la procédure collective. Collective, pourquoi? Parce que ça concerne tous les créanciers. On met tous les créanciers dans un même panier et on va traiter tout le monde collectivement. Et comme on traite tout le monde collectivement, ces procédures collectives vont être publiques. Donc, tout le monde va être au courant. Le marché, les concurrents, les fournisseurs, les clients, etc. Ça, c'est les procédures collectives. On les verra dans un deuxième atelier. Aujourd'hui, on traite des procédures préventives. Les procédures préventives, chronologiquement, d'une manière générale, elles se situent avant, dans le cadre dans la hiérarchie des difficultés, dans la gradation des difficultés des entreprises. Et ces procédures préventives sont très différentes des procédures collectives. En fait, c'est vraiment leur miroir inversé. Pourquoi? Parce que ce sont des procédures qui déjà ne sont pas publiques. Elles sont confidentielles. Ça, c'est très important. La plupart de vos clients ne connaissent pas ces procédures parce que c'est un métier, parce qu'on en parle très peu, et surtout parce que ce sont des procédures confidentielles. Donc, comme ce sont des procédures confidentielles, en fait, on n'en parle pas. Ces sociétés qui bénéficient de ces procédures, sauf très rare exception, elles ne peuvent pas en parler, personne ne peut en parler. C'est pour ça que ces procédures sont méconnues aussi. Et c'est pour ça qu'on est là aussi pour vous en parler. Oui, alors c'est malheureusement le revers de la médaille. C'est que comme c'est confidentiel et que ça fonctionne, malheureusement, on n'est pas au courant. Non, mais c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que vous réussissez un dossier, vous aimeriez que la terre entière soit au courant. Mais en fait, c'est l'objectif de la procédure, c'est que personne ne soit au courant et surtout stratégiquement que les clients ne soient pas au courant
Parce que la réalité, c'est que si les clients sont au courant, le risque, c'est malgré que vous ayez restructuré la boîte, ils viennent avoir peur de la situation de la boîte. Et c'est là où c'est important, c'est que nous, on parle des procédures. Alors, on essaye de faire témoigner chez l'entreprise, mais c'est compliqué parce qu'une fois qu'ils ont connu la prévention et qu'ils sont sortis de l'ornière, bah, du coup, ils reprennent leur vie et puis ils veulent, alors, c'est pas qu'ils veulent plus entendre parler de vous, mais c'est qu'à tout le moins, vous leur avez géré leurs problèmes. Comme vous allez chez le médecin, et ben, vous repartez pas le voir. Donc, c'est là où c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est confidentiel, ça marche. Et donc, personne n'en parle. Et pour anticiper ce que vous diront vos clients, parce qu'on connaît quand même vos clients, on les voit, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est « Ah oui, oui, non, mais bon, c'est confidentiel, d'accord, mais les banquiers se parlent. » Les banquiers se parlent, oui, ils se parlent des dossiers qu'ils ont en commun. Par contre, ils ne parlent pas du dossier du voisin et surtout, ils ne connaissent pas les dossiers qu'ils ont en portefeuille. Donc là-dessus, c'est pareil, c'est des inquiétudes, c'est des fausses inquiétudes. Que les partenaires bancaires se parlent des dossiers qu'ils ont en commun sur lesquels ils prennent des décisions souvent communes, effectivement, c'est une réalité. Pour autant, même les partenaires bancaires aujourd'hui, et on le voit nous dans les dossiers, ils ont compris l'intérêt de ces procédures. Pourquoi ? Parce qu'un partenaire bancaire, ce n'est pas l'armée du salut. Il a deux objectifs. Un, à vendre des produits. Aujourd'hui, vous le voyez, les partenaires bancaires, ils vendent des prêts, mais ils vendent aussi de la mutuelle, ils vendent des téléphones, ils vendent de tout. Donc, un partenaire bancaire, l'objectif, c'est de vendre du produit. Mais deux, c'est de se faire rembourser ce qu'il a mis. Si l'entreprise, demain, elle va en procédure collective, comme l'a dit Nassim, forcément, il y a un risque d'impayé. Donc, son objectif, le partenaire bancaire, c'est d'accompagner l'entreprise sur un, le remboursement, et deux, la poursuite de la relation commerciale derrière. Donc, même un partenaire bancaire, il a intérêt. Et l'avantage dans ces procédures-là, c'est qu'on sort le dossier du service commercial habituel. On échange et on négocie avec un service qui s'appelle les affaires spéciales. Donc, ce n'est pas le contentieux. Le contentieux, je partage ce que vous pensez, c'est noir ou blanc. Gris, ils ne connaissent pas. À l'inverse, les affaires spéciales, ils font que du gris. Donc, vous avez des gens qui sont rodés à la négociation et qui ont cette double vision, de se dire, OK, il faut maîtriser la relation commerciale de demain et à côté de ça, savoir comment on va se faire rembourser en préservant au mieux la situation de l'entreprise parce que on a aussi des intérêts pas forcément communs, mais à tout le monde, on peut se rejoindre sur certains sujets. Alors, je vais juste rebondir parce qu'on a oublié quand même les deux termes, parce que là, pour l'instant, on parle de prévention. Ouais. Conciliation, mandat ad hoc. Attention, alors là, Nassim, je vais te laisser la parole, parce qu'il y a quand même deux notions. Ça, on est vraiment dans la prévention, mais alors tous mes confrères, ils disent conciliation, mandat ad hoc, c'est quoi la différence et autres. Allez, je te laisse. Donc, en effet, là, on est dans le monde de la prévention. Donc, la prévention, ce sont des procédures qui sont confidentielles. Ça, c'est très important. Et c'est ce qui fait aussi leur succès. Ce sont des procédures aussi, contrairement aux procédures collectives, il faut toujours faire une comparaison avec les procédures collectives, ce sont des procédures qui ne sont pas coercitives. Procédure collective, je vous ai dit, on met la société sous cloche et elle est protégée des créanciers qui ne peuvent plus agir, etc. avec un gel du passif. Procédure de prévention, il n'y a pas de gel du passif. Ce sont des procédures amiables. On est dans l'amiable. Okay ? Et le but de ces procédures, c'est pas d'imposer à des créanciers un traitement, c'est de négocier avec les créanciers, les principaux créanciers de la société, pour essayer de faire en sorte que la société sorte de ses difficultés. Et on a deux procédures pour ça. Thierry en parlait à l'instant. Il y a deux types de procédures, c'est le mandat ad hoc et la conciliation. Ce sont des procédures très très proches, avec quelques petites spécificités. Le mandat ad hoc, c'est vraiment le premier degré de la procédure de prévention. C'est ce qu'il y a de plus light, de plus simple et de moins encadré par la loi. Parce que toutes ces procédures, il faut le rappeler, ce sont des procédures qui sont malgré tout encadrées par la loi et qui sont ouvertes devant les tribunaux. Tribunaux de commerce pour les sociétés commerciales et tribunaux judiciaires pour les sociétés civiles. Alors, le mandat ad hoc et la conciliation, c'est quoi? Mandat ad hoc, c'est une procédure qui va être à l'initiative du dirigeant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer une entreprise à aller en mandat ad hoc. C'est le dirigeant qui choisit. Et le dirigeant qui éprouve des difficultés, très très en amont, va pouvoir saisir le président du tribunal de son ressort par une requête. Donc une requête, c'est un document écrit qu'il rédige avec son expert comptable et son avocat. Un document un petit peu technique. Et cette requête va être déposée au greffe de la prévention de façon confidentielle pour solliciter un rendez-vous dans le bureau du président du tribunal.
Donc, on est vraiment dans un cadre très confidentiel. Il n'y a pas d'audience publique avec le procureur, avec le greffier, etc. C'est uniquement dans le bureau du président du tribunal de façon confidentielle. Et l'idée de cette procédure, c'est de demander au président du tribunal, alors que les difficultés ne sont pas encore trop graves, de faire désigner ce qu'on appelle un mandataire ad hoc. Donc, c'est un professionnel qui a l'habitude d'accompagner des entreprises en difficulté et dans 95% des cas, même peut-être un peu plus, c'est un administrateur judiciaire de profession. C'est-à-dire un administrateur judiciaire, c'est un professionnel qui est désigné par les tribunaux dans le cadre des procédures collectives dont on parlait tout à l'heure, redressement et sauvegarde. Eh bien, le professionnel naturel pour accompagner une société, pour négocier avec les créanciers, pour essayer de sortir cette société de ses difficultés, le professionnel naturel, c'est évidemment un administrateur judiciaire. Exceptionnellement, on fait appel à des mandataires judiciaires. Mandataires judiciaires, c'est ceux qui représentent les créanciers dans le cadre des procédures collectives. Mais c'est moins leur rôle. Il y en a certains qui sont excellents dans ce rôle-là, mais ils sont ultra minoritaires. C'est pour ça qu'on retrouve dans plus de 95% des cas de mandataires ad hoc, et d'ailleurs de conciliateurs, des administrateurs judiciaires de profession. Le président du tribunal va examiner cette requête, va rencontrer le dirigeant avec ses conseils. Donc, les conseils, l'avocat, évidemment, c'est très technique, mais aussi, bien évidemment, l'expert comptable. Et c'est là que vous avez un rôle, évidemment, très, très important à jouer, c'est que vous allez accompagner la société dans toute cette étape. L'étape en amont pour préparer le dossier, mais l'étape aussi à l'audience, enfin, devant le rendez-vous avec le président du tribunal pour expliquer les difficultés de la société et expliquer les principaux chiffres qui vont intéresser le président pour savoir dans quel état la société se trouve. Et il y a un point important, c'est que même si ce n'est pas indiqué dans la loi est silencieuse sur le sujet, il est un usage extrêmement répandu, si ce n'est pas unanime en France, c'est qu'une société qui demande à bénéficier d'un mandat ad hoc ne doit pas être en état de cessation des paiements du tout. C'est pas moins de 45 jours ou non, c'est pas d'état de cessation des paiements. Alors, c'est pas marqué dans la loi, mais c'est quasiment impossible d'ouvrir un mandat ad hoc alors qu'on est en état de cessation des paiements. Ce qui veut dire que pour bénéficier d'un mandat ad hoc et de cette procédure qui est très utile, très efficace parce que prise en amont, de façon confidentielle, avec un professionnel qui va être aux côtés de l'entreprise pour négocier avec les principaux créanciers, avec plus de 85% de réussite du mandat ad hoc et de la conciliation. Ce sont des procédures qui fonctionnent extrêmement bien. Mais pour bénéficier de ces procédures, il ne faut pas être en état de cessation des paiements pour le mandat ad hoc. Ça veut dire que le rôle de l'expert comptable est considérable. C'est pas l'avocat qui fait ça. Nous, on ne sait pas faire. 85% de réussite. Alors, moi, si je peux juste, sur les statistiques, c'est surtout, ça dépend du professionnel. En fait, la statistique, c'est aussi le professionnel que vous allez choisir, parce que c'est ce que disait Nassim. Souvent, c'est un administrateur judiciaire qui est désigné, mais dans tous les cas, c'est vous, avec votre dirigeant, qui devez choisir le professionnel avec lequel vous voulez travailler. Et ça, c'est important. La loi permet au dirigeant de choisir le professionnel avec lequel il veut travailler. Donc, et de plus en plus, on le voit dans les dossiers, nous, on pitch. Là, moi, par exemple, j'ai pitché, on est 3 administrateurs, le dirigeant, il a rencontré 3 professionnels. Et c'est super, parce que si ça ne marche pas, au moins, il ne pourra pas dire c'est votre faute, et c'est vous qui l'avez. Mais comme avec un avocat, comme avec n'importe qui, et les avocats aujourd'hui sont mis en concurrence en permanence, et bien nous, c'est pareil. On est un marché, on est certes une profession libérale réglementée, mais on est comme tout le monde, on doit fournir une prestation de service. Quand on a compris ça, on a tout compris. Et quand on fait de l'amiable, on est capable de l'entendre. Alors, c'est là où Nassim a raison, c'est que tout le monde ne fait pas de l'amiable. Mais l'amiable, déjà, je pense qu'on dure en amiable parce qu'on a gagné la confiance des créanciers. Parce que par contre, on est partenaire de l'entreprise, mais par contre, on n'est pas le conseil du chef d'entreprise. Nous, ce n'est pas notre rôle. Nous, on est un tiers neutre, désigné pour essayer de trouver une solution, entre guillemets, à tout le monde. À la fois les partenaires de l'entreprise et à la fois l'entreprise. Mais par contre, il y a une ligne rouge qu'on ne peut pas dépasser, c'est l'intérêt de l'entreprise sans tordre le bras non plus aux créanciers. L'objectif, c'est de trouver une solution proportionnée pour tout le monde, qui ait une équité à la fois pour l'entreprise et pour ses partenaires. Donc, dans le choix du professionnel, il faut se renseigner, voir la stratégie qui veut. Non, alors, il n'y a pas de territorialité. Malheureusement, la profession a territorialisé les métiers et certaines juridictions ont territorialisé le métier.
Donc souvent, vous allez au tribunal et puis on vous donne une liste et puis on vous dit voilà les administrateurs. Mais dans la vraie vie, en tout cas dans notre métier, dans l'exercice de la profession, on ne doit pas être territorialisé et limité à un territoire. Donc on a une compétence nationale, c'est pour ça que moi j'ai pas précisé si je suis à Paris ou machin. On peut avoir déjà plusieurs études, mais surtout, là vous voyez, moi j'ai pris un dossier à Saint-Brieuc, je suis pas de Saint-Brieuc, j'ai pas l'accent de Saint-Brieuc et j'ai pas d'études à Saint-Brieuc. Mais pour autant, alors, juste, alors non, c'est le territoire après. Alors le territoire du professionnel n'est pas limité. Par contre, le dirigeant, il a l'obligation d'aller voir le président du tribunal du siège social où il est matriculé la boîte, évidemment. Non. Voilà. Non. Alors nous, on ne va pas au rendez-vous. Alors, moi, je vais revenir un peu là-dessus parce que ça a beaucoup évolué. Maintenant, nous avons, nous, experts comptables, la possibilité de choisir l'administrateur avec qui on va bosser. D'accord? Vous parlez du 77. Il y en a du ressort du 77, mais vous pouvez venir avec un autre administrateur. Pourquoi? Parce que vous bossez bien avec lui, parce que vous sentez des compatibilités avec le dirigeant. Ça, on peut le faire. D'accord? Et y compris en redressement judiciaire. Pardon, en redressement judiciaire, où effectivement, on peut solliciter un administrateur judiciaire. Ce qui a été une évolution assez énorme, parce qu'avant, mais bien sûr, mais Nassim, il va revenir là-dessus. Ah non, mais avant, on vous disait, tiens, ça va en redressement judiciaire, le président de tribunal va vous imposer l'administrateur pour le peu qu'il soit un peu, voilà, olé, on va dire. Tu voulais dire jeune, c'est ça? Non, oui, c'est bon. Non, mais voilà, et maintenant, non, on a la capacité de choisir, donc quand même. Mais là, il faut le savoir. Oui, alors... Alors là, j'aime bien mettre un peu le bazar. Il y a eu une réforme. Alors au départ, en sauvegarde, on pouvait choisir et le tribunal devait motiver sa décision s'il ne suivait pas la proposition du dirigeant. En redressement, pendant des années, c'est le tribunal qui, on pouvait même pas proposer, c'est le tribunal qui désignait. Oui. Oui. Non mais il y a collusion, c'est fini. Voilà. Maintenant, c'est terminé. On a, c'est pour ça que je vous dis que la sauvegarde et le redressement sont des procédures jumelles qui commencent à se fondre. Il y a quasiment plus de différence entre la sauvegarde et le redressement. Maintenant, en redressement, on peut demander la désignation d'un administrateur judiciaire et le tribunal est obligé de motiver sa décision s'il refuse la désignation de l'administrateur qui a été désigné. Et le problème, c'est qu'il n'a aucun moyen de justifier qu'un tel n'est pas compétent. Alors, là... il y a quand même une chose. Enfin, sous le contrôle d'Alexandra, en procédure collective, contrairement aux procédures préventives. Donc c'est pour ça, pour moi, il faut faire une distinction. Et moi, en tant qu'avocat, je fais la distinction avec mes clients. En procédure collective, sauvegarde et redressement, certes, on va sélectionner en fonction du dossier, en fonction des affinités, etc., de tout un tas de critères, l'administrateur qui ira bien et qui sera, de notre point de vue, l'administrateur le plus adapté au dossier, mais on va rester en local. C'est-à-dire que si j'ai un dossier à Paris, je vais et on a de la chance, on a des excellents administrateurs à Paris, et même d'une manière générale, on a des excellents administrateurs, mais à Paris, je vais sélectionner un administrateur judiciaire qui est installé à Paris. Si j'ai un dossier à Marseille, je sélectionnerai un administrateur judiciaire qui est de Marseille. Non, attendez, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Non. Attends. Pardon, non, je te laisse. Je te parle en procédure collective. Même si la loi autoriserait la désignation de n'importe lequel administrateur, puisqu'ils ont une compétence nationale, c'est trop important d'avoir une confiance du tribunal, parce que le tribunal, on ne le choisit pas pour le coup, d'avoir une parfaite confiance entre le tribunal, l'entreprise et l'administrateur judiciaire du dossier pour ne pas prendre le risque d'aller désigner un administrateur de Bordeaux ou de Paris pour un dossier qui est à Marseille. Sauf cas totalement exceptionnel, je considère que c'est vraiment pas rendre service au client et ça peut poser une vraie difficulté dans le dossier.
Alors, je suis tout à fait d'accord, sauf suivant les activités. Si vous avez, alors, je sais pas, on va parler d'aéronautique, une compétence très technique dans l'aéronautique, et ben moi à Paris, ben, il y en a à peu près une vingtaine d'administrateurs, ben, ils sont pas forcément très calés là-dessus. Si on parle de collusion, enfin de tout ce qui est je vais y arriver, je sais pas. Mais enfin, voilà, non, et de là, effectivement, on ira plutôt du côté d'un administrateur à Toulouse parce que bah, il connaît tout ce qui est aéronautique et autres. Mais voilà, c'est plutôt dans la spécificité, on peut imaginer. On peut choisir, effectivement, comme le disait Nassim, évidemment, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler avec un Parisien, si le siège social est à Paris, que le président il le connaît, etc. C'était En fait, sur la procédure. Donc à Paris, on est beaucoup. Hein. Enfin, honnêtement. Non mais alors pour la province, moi je fais aussi la province. En province, souvent on est choisi parce qu'on a un bureau physique. Voilà. Donc c'est malheureusement ou en fait ça dépend où on se place, mais c'est souvent ce que dit Nassim, c'est la réalité. On a des dossiers par rapport au bureau qu'on a physique. Aujourd'hui, de plus en plus, comme il y a énormément d'offres, il y a de plus en plus d'administrateurs et c'est très bien. C'est ce que je vous dis, même en procédure collective, on pitch et au moins il y a un échange avec le dirigeant qui permet de voir déjà s'il y a juste le feeling. C'est aussi une question de feeling parce que c'est important d'avoir confiance dans le professionnel avec lequel on va travailler, même en procédure collective. Donc, là où Nassim a totalement raison, c'est que c'est vrai, quand vous êtes en local, vous connaissez la juridiction, vous connaissez le président, vous connaissez le juge-commissaire, donc vous avez une facilité d'échange et une simplicité d'échange. Après, il y a de plus en plus de juridictions, notamment en province, qui ont peu d'offres, comme vous dites, parce qu'on ne peut pas installer des études partout, et qui ne sont pas opposés à avoir des administrateurs arriver sur des dossiers pour voir comment ça fonctionne ailleurs et comment on peut faire tourner un dossier différemment avec une autre vision. Et surtout, mais je suis complètement d'accord, mais pour moi, il faut faire la distinction entre la procédure collective et la procédure préventive, parce qu'en procédure collective, le tribunal est extrêmement présent tout au long de la procédure. C'est des procédures qui peuvent durer, pour le redressement judiciaire, 18 mois et en sauvegarde 12 mois. Avec le tribunal qui va être présent à toutes les étapes de la procédure. En prévention, le tribunal est quasiment absent. Il y a une désignation par le président du tribunal au tout début de la procédure. Après, la procédure, elle est gérée par le conciliateur ou le mandataire ad hoc. Et si un accord est trouvé, l'accord va pouvoir être constaté ou homologué par le président du tribunal ou le tribunal, mais c'est le seul cas où le tribunal intervient. C'est pour ça que la relation de confiance entre le conciliateur ou le mandataire ad hoc et le tribunal qui l'a désigné, cette relation de confiance, elle est importante, mais elle n'est pas capitale. En procédure collective, elle est capitale. C'est-à-dire qu'un tribunal peut vraiment très mal prendre le fait qu'on lui impose un extérieur qui n'a jamais travaillé dans cette juridiction et ça peut vraiment, malheureusement, crisper le dossier et ça peut être très préjudiciable pour la sérénité des débats devant le tribunal. C'est pour ça que je recommande quand même, en procédure collective, de faire appel à un local, en tout cas un professionnel qui a l'habitude de travailler avec le tribunal en question. Pour rebondir là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Là, j'étais avec le président du tribunal de Pontoise qui me dit on a essayé de m'imposer quelqu'un, alors je ne sais plus si c'est Bordeaux ou Toulouse, mais c'était pas toi. Ah non, je ne m'impose pas à Pontoise. Non, mais après, il y a de l'intelligence du dossier. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir, je sais pas, ou de Marseille sur Pontoise, machin. Essayons d'être, nous, conseils intelligents. Hein, c'est-à-dire que, bon, on a des administrateurs judiciaires du ressort. Si jamais ça va pas, faut être à peu près autour. N'allez pas me chercher non plus quelqu'un à Perpignan pour aller plaider à Pontoise. Après, c'est de l'aberration. Et puis, il faut se renseigner sur la juridiction. Là, vous voyez, moi, par exemple, j'ai eu un dossier à Niort, donc j'ai pas d'études à Niort. Donc, le dirigeant est venu pour une procédure particulière. On en parlera la prochaine fois, qui est un prépaccession. Parce qu'il a vu ce que c'était un prépaccession et il venait chercher une compétence sur ce sujet-là. Avant, j'ai appelé le président du tribunal. Je lui ai demandé si je pouvais parler au président de chambre qui allait instruire le dossier. Il m'aurait dit non.
pas de problème, mais au moins, il avait un nom, il savait pourquoi, et il savait quelle était la philosophie et pourquoi on était venu me chercher. Donc, je pense qu'il y a aussi de la pédagogie, c'est-à-dire que les tribunaux, il faut pas oublier les tribunaux de commerce, c'est des juges bénévoles, hein, c'est des chefs d'entreprise qui n'ont pas fait l'École nationale de la magistrature à l'inverse des tribunaux judiciaires. Donc, c'est des chefs d'entreprise comme vous. Donc, c'est des gens accessibles, simples, qui, au lieu d'aller faire le golf le mercredi, viennent ou le mardi, vont... Non, mais faut juste dire ça. Donc, quand on dédramatise l'image d'un juge au tribunal de commerce, on dit qu'on peut, a priori, si plutôt que de faire un hobby, son hobby, c'est de venir rendre la justice commerciale, c'est qu'a priori, il aide la société. Donc, il est là pour donner du temps. Donc, il peut tout entendre. Et d'ailleurs, ils entendent tout et n'importe quoi. Donc, à un moment donné, il peut comprendre que voilà, le dirigeant, il a une affinité avec l'administrateur, que pour autant, c'est pas de la collusion, mais que voilà, le lien de confiance est créé et donc, qu'il choisit tel ou tel administrateur. Mais encore une fois, c'est ce feeling-là qui est, je pense, prépondérant dans le choix du professionnel. Et même si vous allez en procédure collective, et à Pontoise, je le sais, il y a une liste d'administrateurs à Pontoise, et c'est les administrateurs du ressort, il faut aller les voir. Parce que c'est important, ça dédramatise déjà l'image du professionnel une fois qu'il sera désigné. Donc, ça rend accessible le professionnel. Ça permet de parler de la stratégie du dossier avant qu'il soit ouvert. Donc, au moins, le jour où il est ouvert, tout le monde est plus performant parce qu'on sait de quoi on parle. Et ça permet de préparer l'audience. Donc, même si l'avocat, il a fait le job, l'expert comptable a expliqué comment ça va se passer, le fait que parfois, nous, on donne notre vision de tiers en passant du temps au tribunal et en ayant cette relation, comme le disait Nassim, avec les juges, on peut encore dédramatiser et démystifier le tribunal. Alors, un terme utilisé, vous l'avez entendu, collusion. Ben non, ça n'existe plus, ça y est, c'est fini. Parce qu'on disait qu'effectivement, avant, peut-être, on aurait pu imaginer tout un tas de choses. Maintenant, eh ben, tout le monde peut aller à peu près n'importe où, c'est ce que je disais. Mais bon, il n'y a plus de collusion. Ça, c'est dans l'ancienneté. Où on vous dit, tiens, voilà, le président du tribunal était maqué avec cet administrateur qui était maqué. Et c'est ce qu'on entend dans la profession. Et c'est pour ça qu'on a peur de ces procédures. Ben maintenant, non, bon, ça y est, on se calme. Donc, du coup, on a vu le mandat ad hoc, on va accélérer. Parce que... Pardon, allez-y. Non, mais tant mieux. Juste dans le cadre des procédures préventives, procédures de conciliation, on y arrive. On m'a expliqué que la désignation, quand il s'agit d'un gros dossier dans lequel l'État est partie prenante, enfin, je dis l'État parce que le nom de l'organisme exact m'échappe. Oui, c'est ça, merci. On nous donne une liste et on n'a pas le choix, il faut piocher dans la liste. Non, mais les listes, c'est vrai. Il y a des listes qui existent, qui sont données par les tribunaux, qui sont données par des partenaires bancaires, oui. Parce que là, on va pas se mentir, la vraie vie, c'est qu'on crée des relations avec les partenaires bancaires, avec les sociaux, avec les organismes sociaux, les fiscaux, les avocats. C'est comme dans tout. On est des êtres humains. Donc forcément, on se connaît, on s'apprécie. Pour autant, après, on a une fonction et on doit remplir cette fonction-là. Donc, oui, effectivement, il y a des listes. Après, la loi, c'est compétence nationale. Donc, on choisit le professionnel avec lequel on veut travailler. Et ça préjugera pas du traitement du dossier. Parce que le but, encore une fois, c'est quand même qu'à la fin, tout le monde s'y retrouve et qu'on ait sauvé la boîte et que les créanciers soient payés. Voilà. Alors, juste pour rebondir aussi là-dessus, si jamais le président du tribunal vous amenez votre administrateur, votre mandataire ad hoc ou votre conciliateur, évidemment, alors moins en prévention, mais je l'ai vu plutôt en redressement, où il peut vous mettre un co-administrateur. C'est un peu ce qui se passe là dans votre cas au Syrie, à mon avis. Co-administrateur, ça coûte pas plus cher à la boîte, on partage les honoraires. Donc parfois, en région notamment, on le voit souvent, c'est vous avez le local de l'étape, et le professionnel qui a été demandé par la société. Donc au moins, ça ne coûte pas plus cher à la boîte et tout le monde s'y retrouve. À la fois l'administrateur qui avait été choisi et qui a quand même bien dégrossi le dossier en amont, et le local qui a un dossier qui lui arrive tout cuit. C'est obligatoire au-delà de certains seuils de taille d'entreprise en procédure collective où il faut obligatoirement la désignation de 2 administrateurs judiciaires. Et là, en effet, dans ce cas-là, on a souvent le local et un autre administrateur qui n'est pas forcément du ressort. Du coup, ça me permet aussi de parler du sujet qui fâche les honoraires, hein, tant qu'on y est, soyons dans les portes, voilà, comme ça au moins. Il y avait une question. Ouais, c'était sûr qu'on allait y passer. Mais vous avez vu, j'avais anticipé. C'est mes confrères, J'avais anticipé, je me dis, il n'y a pas de sujet. Alors, il y a une question sur le webinaire. Bonjour, que faire quand le seul conseil prévention obtenu a été la reconstitution des capitaux propres après une convention au tribunal, la société n'étant pas en cessation des paiements? Une convocation au tribunal, oui.
Alors, Oui, ça, on parle sans doute de ce qu'on appelle la prévention-détection. Donc ça, c'est bien en amont des procédures de prévention de mandat ad hoc et de conciliation. C'est lorsque le greffe a un certain nombre d'alertes qui clignotent, des signaux, des inscriptions. Et là, le greffe va convoquer devant le président du tribunal pour un rendez-vous, pour faire un point sur l'état de la société, sa trésorerie, etc. C'est ce qu'on appelle la détection. Bon, et ça, c'est un rendez-vous informel avec le président du tribunal. On n'est pas dans les procédures de prévention. Non, c'est pas la même chose. C'est un président du tribunal et parfois, le président du tribunal peut déléguer sa compétence sur la prévention à un juge. Voilà. Mais c'est encore différent de ce que vous parle Nassim. Là, Nassim, il vous parle de la cellule prévention qui peut exister au tribunal et qui convoque spontanément, en fonction de certains critères, comme l'a dit les inscriptions, les dirigeants. Alors parfois, c'est ça qui est aberrant. Là, moi, j'ai eu un cas hier où le dirigeant reçoit une convocation à la cellule prévention du tribunal, alors même qu'il est en prévention chez moi, en procédure amiable. Donc, c'est pour vous dire que des fois, ça ne connecte même pas dans les services du greffe. Mais c'est bien, ça montre bien que la procédure de prévention est confidentielle. Donc, il y a eu un critère d'alerte qui est en fait une inscription qui a été prise. Il y a 2 mois, l'inscription a été prise et là, le greffe sort toutes les boîtes où il y a eu des inscriptions depuis 2 mois et convoque tout le monde. Là, c'est un juge de prévention qui va recevoir le dirigeant. Par contre, lorsqu'on a ouvert la procédure de prévention, là, c'est le président du tribunal et là, comme c'est Paris, c'est le délégué du président qui a reçu pour ouvrir une procédure de prévention. Mais c'est sur présentation spontanée du dirigeant. Hein. La prévention, c'est, encore une fois, on ne peut pas vous forcer à aller en prévention. C'est le dirigeant qui choisit d'y aller. Alors, on a vu le mandat ad hoc, on fait désigner un professionnel, oui. Ça dépend. C'est ça qui est intéressant en mandat ad hoc comme en conciliation, c'est que c'est ouvert aux sociétés qui éprouvent des difficultés, à la rigueur, quelle qu'elle soit, et on fait désigner un professionnel, mandataire ad hoc ou conciliateur, pour aider cette société à traiter cette difficulté de façon amiable. Et donc, la mission peut être très large, surtout en mandat ad hoc. En mandat ad hoc, ça peut être un conflit d'actionnaires, par exemple, qui va bloquer la société, qui va entraver la bonne marche de la société. Eh bien, on peut aller devant le président du tribunal pour faire désigner un mandataire ad hoc qui va être là pour essayer de mettre d'accord les actionnaires en raison de ce blocage. Bon. Tout peut être renégocié et d'une manière générale, notre recommandation, c'est à chaque fois qu'on a une dette à renégocier, une dette importante, hein, qui peut menacer, si elle n'est pas renégociée, la survie de la société à terme, moi je conseille toujours d'aller au moins en mandat ad hoc, d'ouvrir un mandat ad hoc. C'est très souple, c'est très léger. Et si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi c'est des procédures qui marchent, c'est parce que c'est pris très en amont des difficultés, normalement, puisque par hypothèse, on n'est pas en état de cessation des paiements. Donc déjà, on sait payer tout le monde avec son cash disponible. Bon, donc c'est-à-dire qu'on est très en amont. C'est des procédures qui sont confidentielles, c'est-à-dire que personne n'est au courant, sauf les parties aux discussions. Et on bénéficie de l'expertise et surtout de l'autorité d'un professionnel, c'est-à-dire un conciliateur ou un mandataire ad hoc, qui fait ça toute la journée et qui connaît toutes ces techniques de négociation par cœur, qui a la confiance des créanciers, c'est-à-dire en particulier des banques, puisqu'on est souvent sur de la restructuration bancaire, et qui a l'autorité nécessaire par sa fonction d'abord parce que c'est un administrateur judiciaire de profession en titre, et aussi il y a une chose qui est très importante, il ne faut pas l'oublier, c'est que le mandataire ad hoc est désigné par ordonnance présidentielle, par ordonnance du président du tribunal. Et ça lui confère une autorité qui est symbolique, mais qui est très importante. Et en général, et ça c'est vraiment du vécu, c'est-à-dire que quand, moi très souvent, j'ai des clients qui viennent me voir pour renégocier de la dette bancaire, ou même, j'en ai eu plusieurs, des loyers avec le Covid, il y a eu beaucoup de procédures préventives ouvertes uniquement pour négocier de la dette loyer avec le bailleur. Le client me dit, ça fait des mois que j'ai pas de nouvelles de mon bailleur, qui me met des mises en demeure, qui me met au tribunal, etc. Il veut pas parler avec moi. On ouvre un mandat ad hoc. Le mandataire ad hoc écrit au bailleur
le bailleur y répond sur le champ et 24 heures après, il y a un rendez-vous, soit en visio, soit dans le bureau du mandataire ad hoc, et là, le bailleur, il est là. Et le bailleur, que ce soit un bailleur privé... Si mon client demande un mandat ad hoc, en réalité, le financier, il a un couteau sous la gorge. Non. Si on ne négocie pas, j'irai au redresse. Ben c'est ça, c'est qu'on lui explique que... C'est que du coup, on a deux casquettes. On a administrateur, donc déjà, ça les angoisse un peu. Et en plus, il faut qu'on trouve une solution. Donc c'est parce que sinon, l'épée de Damoclès, c'est la procédure collective. Non, mais on est d'accord. Exactement, c'est ça le levier. L'avantage. C'est le levier. C'est le levier. Il n'y a pas d'effet coercitif, on l'a vu, hein, ça c'est le petit inconvénient, mais l'avantage c'est que c'est de l'amiable et ça laisse une possibilité justement aux créanciers de trouver un accord parce que sinon c'est le bouton nucléaire et c'est la procédure collective. L'image, ouais, l'image. Oui, mais quelquefois c'est nécessaire. Et quand les procédures collectives sont prises... Oui, mais pas toujours. Quand c'est pris bien en amont, on a... Non, vraiment. On a des résultats qui sont extrêmement positifs en procédure collective. On y viendra au prochain. Mais on y viendra au prochain atelier. Mais pour simplement, notamment les renégociations de PGE, il vaut mieux avoir l'utilisation d'un conciliateur qu'y aller bille en tête parce que le banquier ne va rien vous dire. Vous mettez un conciliateur, évidemment, vous allez trouver une solution beaucoup plus rapidement. Je reviens juste sur les PGE parce que vous en avez parlé. Du coup, ça me permettra de... Non, mais c'est même pas ça. Ah oui, c'est que... Sur la négo. Alors, juste sur les PGE, parce que ça me permettra de parler des attestations au passage. Sur les PGE, la restructuration de PGE, pour les PGE qui sont supérieurs à 50 000 €, elle est obligatoire en mandat ad hoc ou en conciliation. Donc déjà, il n'y a pas d'alternative. Restructuration de PGE, période de gel et modification de la durée d'amortissement, c'est forcément une procédure de prévention. En dessous de 50 000 €, c'est la médiation du crédit qui est compétente. Pour autant, et moi je le dis pour autant, un mandataire ad hoc ou un conciliateur peut aussi intervenir sur des PGE inférieurs à 50 000 €. Parce que la médiation du crédit, c'est juste un tiers, mais qui est quand même le chef des banquiers, qui dit c'est pas bien, vous devriez aider. Mais pour autant qu'il n'y a pas de pouvoir, qui n'est pas désigné, comme le disait Nassim, par une ordonnance du président et qui à un moment donné est là pour donner des réalités économiques. Le médiateur, il est là pour essayer de faire converger les parties. Il n'y a pas de pouvoir. Donc, même pour les PGE inférieurs à 50 000 €, moi je dis, il vaudrait mieux rentrer en mandat ad hoc ou en conciliation. Donc ça, c'est une obligation légale. Sinon, le PGE peut pas être modifié. Vous parlez de la cotation, c'est aussi important parce que c'est trop souvent, j'entends les dirigeants dire « Ah oui, mais nous, on veut pas aller en mandat ad hoc, on veut pas aller en conciliation et on veut pas restructurer le PGE parce que sinon, on va être décoté. » Mais ça, c'est une hérésie. Et la médiation, d'ailleurs, a tort, a communiqué comme ça au départ, et je suis parfaitement d'accord, exactement, a dit, mais je suis bien d'accord avec vous, mais c'est là où il faut faire preuve de pédagogie. Un dirigeant qui vient vous voir pour vous dire, et c'est vrai, vous avez parfaitement raison, c'est une cause de défaut, le fait qu'on restructure le PGE. Là où il faut faire de la pédagogie avec les dirigeants, c'est de leur dire que si à un instant T, ils se posent la question de savoir comment ils vont le rembourser et qu'ils n'ont pas la trésor, quoi qu'il arrive, vu la situation bilancielle, a priori, ça laisse à penser qu'ils vont être décotés. Donc, ce n'est pas la restructuration du PGE qui fait, c'est la situation bilancielle de la boîte qui fait qu'on va être décoté. Et ensuite, parce que vous voyez, moi j'ai un dirigeant qui m'a tenu ça comme discours, de toute façon, je vais être décoté si je rentre en mandat ad hoc et en concile. Il ne faut pas oublier aussi que pour être coté, il faut faire plus de 750 000 € de chiffre d'affaires. Donc déjà, pour avoir une cotation, il y a un niveau de chiffre d'affaires à atteindre. Donc pour ceux qui ne sont pas cotés, ce n'est pas la peine de se poser des questions en métaphysique. Il faut aller en procédure parce que de toute façon, la décote, elle arrivera, quoi qu'il arrive, parce que vu la situation bilancielle, la Banque de France décotera. Et en mandat ad hoc et en conciliation, on n'en a pas parlé, il y a aussi un dialogue à avoir avec la Banque de France pour leur dire, voilà, il y a des procédures qui vont être mises en œuvre, il y a des restructurations qui vont arriver, donc peut-être attendez sur la cotation, on peut échanger avec eux. Mais c'est sûr que plus on fait l'autruche, de toute façon, moins on a d'échanges. On fait juste un petit passage sur la conciliation, sinon on va se faire les oreilles. Alors la conciliation, c'est exactement ce qu'on vous a dit sur le mandat ad hoc s'applique à la conciliation. Donc on fait désigner un professionnel qui s'appelle plus mandataire ad hoc mais conciliateur, qui aura pour rôle de réunir les principaux créanciers de la société et de trouver un accord. C'est toujours ça l'idée, c'est trouver un accord amiable avec les principaux créanciers ou partenaires de l'entreprise. La petite différence avec le mandat ad hoc, c'est que la conciliation, on peut demander une conciliation alors qu'on est en état de cessation des paiements, à la condition que ce soit depuis moins de 45 jours. Donc, pour le mandat ad hoc, il n'y a pas de tolérance, c'est
0 état de cessation des paiements. Conciliation, moins de 45 jours, je suis éligible à la conciliation. 45 jours, hein, ça veut dire que si c'est 46, ça ne fonctionne pas. Et donc, là, on a besoin, pour aller, que ce soit en mandat ad hoc ou en conciliation, obligatoirement d'une attestation de l'expert comptable qui va examiner, alors évidemment, avec la bonne définition, hein, parce que si l'expert comptable ne connaît pas la bonne définition, il ne pourra pas attester de façon utile et légale. Donc, il va regarder l'actif disponible, regarder le passif exigible, il va mettre à jour cette comparaison actif-passif au jour du dépôt de la requête et au jour de l'audience, enfin du rendez-vous devant le président du tribunal pour attester que la société n'est pas en état de cessation des paiements. Ah oui. Non, moi je parlais de l'attestation PGE. En tout cas, j'ai pas fini. On finit la conciliation et on parlera. En tout cas, pour le dossier, lorsqu'on vient demander un mandat ad hoc ou une conciliation, il y a une pièce maîtresse, c'est l'attestation de l'expert comptable sur l'état de cessation des paiements. Donc ça, c'est la grande différence avec le mandat ad hoc, c'est qu'on peut être en état de cessation des paiements. Et ensuite, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la conciliation est un petit peu plus encadrée que le mandat ad hoc. Et notamment, la conciliation permet, une fois qu'un accord est trouvé, de faire homologuer l'accord par le tribunal. Et ça, c'est très important, parce que dans ce cas, l'homologation de l'accord par le tribunal permet de figer l'état de cessation des paiements, c'est-à-dire que en cas d'ouverture plus tard d'une procédure collective, on ne pourra pas faire remonter la date d'état de cessation des paiements au-delà, enfin plutôt en deçà de l'homologation par le tribunal. Et ça, c'est très important en termes de responsabilité notamment. Et oui, il y a une contrepartie à tout ça, c'est que le jugement qui va homologuer l'accord va être public. Alors, l'accord n'est pas public, il reste confidentiel. Ça, c'est l'essentiel. Par contre, le jugement lui-même va être public de sorte que tout le monde pourra savoir que la société a eu des difficultés, a été en procédure de conciliation, mais, bonne nouvelle, elle en est sortie. Parce que l'homologation suppose que le tribunal vérifie 3 conditions, et notamment parmi ces conditions, c'est le fait que la société n'est plus en état de cessation des paiements si elle l'était, et que la pérennité de l'activité de la société est assurée par le protocole. Donc ça, c'est très important, c'est une décision et c'est une marque très très forte vis-à-vis du public, d'accord, des créanciers, des fournisseurs, des banques, etc. La société n'est plus en difficulté. Donc ça, c'est la procédure de conciliation et comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des procédures extrêmement efficaces. Très efficaces parce qu'elles sont prises très en amont et au bon moment. Donc juste pour le mandat ad hoc, Nassim l'a dit, mais je le redis, ça peut être une mission qui est très large. C'est pas forcément que de la négociation avec des créanciers. Ça peut être effectivement des contentieux entre actionnaires. Ça peut être, moi j'ai négocié un piquet de grève parce que ça pouvait générer des difficultés. Donc vraiment c'est très 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 large et parfois on cumule. C'est-à-dire qu'on vient pour négocier un LBO et puis au final on se rend compte que les associés historiques ils se parlent plus et donc tout se cumule et forcément vous n'avez pas tout dit au départ. La conciliation, c'est souvent plus orienté, effectivement, négociation, créancier, partenaire bancaire, enfin, voilà, parce qu'il y a cette volonté d'aller à l'homologation parfois. Sur les honoraires, j'y reviens parce qu'il n'y a pas de non-sujet. Les professionnels en procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, ils doivent faire une convention d'honoraires systématiquement avant d'aller voir le président. Donc, ça me permet aussi de répondre à une autre question sur est-ce que je vais avec mon administrateur au rendez-vous voir le président? Non. C'est qu'au moment de la désignation, une fois qu'on a l'ordonnance, qu'on a le droit de travailler sur le dossier et intervenir au dossier. Avant, c'est la décision du président qui figera, et il a une liberté de choix, hein, comme on l'a dit, il peut dire non aussi à la procédure de prévention. Donc l'administrateur, il n'a pas vocation à intervenir. Pour autant, on peut recevoir, moi souvent, je fais 4-5 rendez-vous avant même de se dire, OK, on va vers un mandat ad hoc, parce qu'on n'a pas les chiffres, parce que finalement, on nous a pas tout dit, et que finalement, c'est pas un mandat ad hoc, c'est un redressement judiciaire ou une liquidation. Donc, ça nécessite qu'on se parle en amont, certes. Pour autant, on n'interviendra dans le dossier que quand le président aura dit « OK, on y va ». Et donc, à ce moment-là, on fournit une convention d'honoraires au dirigeant. Elle est libre. Donc, chaque professionnel applique son taux horaire et justifie du temps qu'il entend passer sur le dossier. Donc, on doit fixer dans la convention d'honoraires le taux horaire qu'on va pratiquer et le nombre d'heures qu'on pense passer sur le dossier. Voilà, estimé. Si on va au-delà de ce nombre d'heures, il faudra qu'on ressaisisse le président du tribunal pour lui demander son accord pour qu'il déplafonne la convention d'honoraires. Donc, quand j'entends les chefs d'entreprise qui disent que ça coûte cher, alors oui, ça a un coût, hein, c'est évidemment, oui, on ne travaille pas gratuitement. Par contre, tous les rendez-vous avant l'ouverture, ceux-là, ils sont gratuits. Voilà, c'est notre mission de service public.
après, effectivement, on facture et on facture du temps passé. Alors, on peut aussi facturer un honoraire de résultat, mais sur le temps passé, ce n'était pas une pratique avant, mais voilà, c'est une réalité. Les temps passés, vous pouvez demander les justificatifs des temps passés sur le dossier, comme à un avocat. Donc, c'est une réalité. Enfin, on réalise une prestation de service, on doit la justifier. Donc, effectivement, les conventions d'honoraires ne sont pas les mêmes en fonction des professionnels. Les PGE, et je parle juste des PGE, et après, est-ce qu'on va se faire taper sur les doigts? Les PGE, alors, de quoi je parlais dans mon attestation? Quand on fait des restructurations de PGE, la banque vous demande une attestation signée l'expert comptable, et ça a créé une énorme polémique au départ, justifiant que l'entreprise demande la restructuration de son PGE, mais qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Donc, la profession était ruée dans les brancards en disant, attendez, nous, on ne peut pas attester parfois parce que malheureusement, on n'a pas les éléments et vous ne pouvez pas faire peser sur nous la restructuration du PGE alors que nous, quand on a juste une mission de révision des comptes, on ne peut pas attester que la boîte est ou pas en état de cessation des paiements. Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a des partenaires bancaires qui demandent cette attestation parce que c'est écrit au dossier que pour restructuration des PGE, il faut l'attestation. Il faut bien être sûr qu'on a tous les éléments pour signer que la boîte n'est pas en état de cessation des paiements. D'où, et c'est pour ça qu'on est parti de là tout à l'heure, parce qu'on a vraiment peur quand nous, on voit les états de situation active-passive qu'on peut avoir de certains professionnels, on se dit, cette notion fait peur, on nous met du passif à échoir alors que ça n'a rien à faire dans la situation active-passive, donc on se dit qu'il y a un risque que vous attestiez que la boîte n'est pas en état de cessation des paiements alors qu'elle y était. Et demain, quand la banque ira faire marcher la garantie d'État, malheureusement, il y a un risque quand même qu'on vienne voir ce qui a été attesté par le professionnel. Voilà. Et qu'on demande le justificatif de la situation active-passive que vous avez demandé et donc les écrits qui vous ont été fournis pour attester. C'est une bonne conclusion, ça. Oui, c'est une bonne conclusion. Mais Mélodie, qui me fait des grimaces depuis tout à l'heure, elle est en train de dire c'est fini. Est-ce qu'on a des questions? Ce qui sera intéressant. Non, mais Mélodie, elle va nous dire qu'il n'y a pas de questions parce qu'on a explosé le temps, là. C'est bon, il n'y a pas de questions? Ah, il y a dans la salle. Voilà. Non, justement, on n'a pas vraiment répondu à la question qui est derrière vous, justement. Je trouve ça intéressant. Bon, j'ai compris à peu près la différence, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut privilégier, ad hoc ou conciliation? Moi, je dis le mandat. Je t'en prie. C'est le délai et la durée. Enfin, souvent, ce que je dis déjà, c'est que le mandat ad hoc, c'est la procédure fourre-tout. Donc, c'est pas forcément négociation créancier. Alors que pour moi, la conciliation, elle est orientée. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la mission du conciliateur est définie par le Code de commerce. C'est négocier avec les créanciers de l'entreprise. Donc, a priori, déjà, il y a la notion de dette, pas forcément échue, mais à échoir, ce qui n'est pas le cas du mandat ad hoc. C'est un tiers désigné pour une mission ad hoc. Donc, on peut tout prévoir. Donc, déjà, c'est ce qui fait la distinction. Ensuite, sur le choix, c'est souvent le délai. Comme l'a dit Thierry, la conciliation, elle est enfermée dans un délai, c'est 5 mois maximum. Malheureusement, il y a dans certaines structures, en 5 mois, vous restructurez pas une boîte en 5 mois et donc c'est pas suffisant. Donc plus on vient en amont, souvent on est en mandat ad hoc. Là, vous voyez, moi, le dernier dossier que j'ai mis tout le monde en gel, tous les partenaires bancaires, tout le monde est en gel, les crédits bailleurs, partenaires bancaires, tout le monde attend qu'on ait des chiffres parce qu'on n'a pas les budgets, parce qu'il faut avoir une situation intermédiaire récente. Donc, tout le monde se met en gel, on est en mandat ad hoc, on a du temps. Et l'objectif, c'est une fois qu'on sera d'accord sur les chiffres, le constat, les mesures de restructuration à mener. Là, on passera soit un protocole de mandat ad hoc, soit parce que nos partenaires voudront aller plus loin et avoir des garanties un peu plus importantes, on convertira en conciliation. Voilà, souvent ça le procès. Voilà, pratico-pratique, c'est on va en mandat ad hoc avant, on traite le dossier et après j'ai 5 mois pour faire de la concile et pour faire tout un tas de choses. Et là, on vient de nous foutre dehors parce que vous avez remarqué, hein, c'est énorme. Ah non, mais le public réclame, le public, c'est un appel du public. Alors, la restructuration du PGE, elle est encadrée. On ne va pas vous vendre du rêve non plus. Déjà, la période de gel, elle est encadrée. Donc déjà, en conciliation, c'est 5 mois maximum. Et sauf que dans la vraie vie, ça ne peut pas être 5 mois. Parce que si au bout des 5 mois, vous devez avoir fait un protocole, en fait, à 3 mois, déjà, il faut savoir où on va. Bon. Et pour la période de mandat ad hoc, rien n'était prévu et malheureusement, il y avait un vide, il y a un vide législatif, donc c'est que la pratique qui nous donne l'information et les relations qu'on peut avoir avec Bercy. Au départ, la restructuration de PGE, elle ne pouvait être qu'en conciliation. Enfin, d'ailleurs, elle ne peut être qu'en conciliation. Mais restructuration, ça ne veut pas dire gel. En fait, restructuration, quand vous lisez les textes, c'est la modification de la durée d'amortissement. Donc, ça dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche à geler, pour le moment, sur le mandat ad hoc, c'est 6 mois. Voilà. Donc déjà, quoi qu'il arrive, si on veut geler un PGE,
il faut prendre le plus longtemps. En mandat ad hoc, c'est 6 mois. C'était 6 mois en juin, parce qu'on avait une note de Bercy, parce qu'on ne savait pas ce qu'on pouvait faire en mandat ad hoc, et ils n'avaient pas appréhendé la notion de gel. Eux, ils avaient envisagé que la modalité de restructuration de la durée d'amortissement. Donc, pour le moment, on est sur 6 mois en mandat ad hoc et 5 mois en conciliation du fait de la procédure. Donc, là, la problématique, c'est qu'il nous manque une base, pas légale, mais au moins un écrit de Bercy pour nous dire qu'on peut aller au-delà des 6 mois. Il y a des secteurs d'activité. Moi, je fais beaucoup de salles de sport. Sur les salles de sport, la réalité, c'est que d'ici la fin de l'année, on ne sait pas si ça va redémarrer ou pas. Dans les salles de sport, il y a une saisonnalité d'activité, c'est septembre, mais on aura les chiffres qu'en novembre et janvier. Et en janvier, c'est quand même epsilonien, c'est en fonction des clubs. Bon, la vraie vie, c'est qu'il y a des clubs de sport qui ne passaient pas l'été si on ne gelait pas la dette PGE, et il va falloir geler jusqu'à fin décembre et peut-être début d'année. Parce que le temps qu'on ait les chiffres et qu'on voit si les restructurations fonctionnent, on n'aura pas d'autre vision. Donc, pour le moment, PGE, c'est gel en mandat ad hoc, 6 mois, restructuration dans le cadre de la conciliation, modification de la durée d'amortissement. On peut aller aujourd'hui, il faut être conscient, jusqu'à 8 ans. On peut avoir des abandons, c'est à la marge. Je suis très, très pondérée sur ce que je dis. Et attention, si on restructure un PGE, on a l'obligation aussi de restructurer les autres moyens termes. Et Bercy est extrêmement vigilant à ce que la restructuration des moyens termes soit équivalente à la restructuration du PGE. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, nous, on ne veut pas que demain, quand on fera marcher la garantie d'État, au final, on ne fasse marcher les garanties d'État que sur des prêts PGE et pas sur les moyens termes et que les partenaires bancaires n'aient plus aucun risque. Donc, si je restructure du PGE, le moyen terme qu'aura pu consentir la banque sera restructuré exactement sur la même durée. Et ils sont très, très vigilants là-dessus. Parce que là, moi, je l'ai sur un dossier, donc je le vois. Les dettes URSSAF, les dirigeants, elles ne rentrent pas dans la procédure. Non. Tout ce qui est dette personnelle, c'est valable aussi pour les architectes. Alors moi, en ce moment, il y a beaucoup d'architectes, je vous le dis. Pourquoi? Parce que marché décalé, promotion immobilière décalée, les architectes, notamment les CIPAV, ça ne rentre pas dans la procédure. Et la CIPAV, maintenant, ils sont au courant du sujet, donc je peux vous dire que vous pouvez le tenter, mais ils vous écrivent systématiquement, vous dire c'est hors cadre de procédure de prévention. Pour autant, et la CIPAV, ils ont une cellule sociale. Ça rentre pas. Si la société, elle paye les dettes, normalement, vous ne devez pas l'intégrer dans votre état de cessation des paiements, puisque c'est l'entrepreneur qui en est responsable. Et là-dessus, s'il y a procédure collective, c'est l'entrepreneur qui devra payer, quoi qu'il arrive. Ah oui, moi, je le sors systématiquement. Je ne sais pas toi, mais moi, je le sors, c'est personnel. Hein. Elle n'est pas rattachée à la société. Mais c'est une dette personnelle. C'est la boîte qui paye. Oui. Non mais ce qui est bien, c'est on voit l'envie quand même. Hein. On était parti sur cette envie. Les architectes en salle de sport, madame est très bonne aussi. Et on va les toujours. Et les gens sont connectés toujours? Ah d'accord, donc c'est qu'on passionne les foules quand même. Non mais on a réussi quand même. Demain à 2h du mat', on est si les conditions sont remplies. Alors, la plupart du temps. La question dans la sucette, parce que déjà qu'on a explosé le temps, au moins que tout le monde entende la question. Il n'y a pas d'automaticité. Non, mais dans les faits, si une procédure de conciliation échoue, ça veut dire que on n'ouvre pas une conciliation, même un mandat ad hoc, pour le plaisir. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Donc, si on n'a pas le choix, ça veut dire que si les raisons pour lesquelles on a ouvert la procédure ne sont pas réglées dans le cadre de cette procédure de conciliation ou de mandat ad hoc qu'on a ouvert, ça veut dire que les difficultés ne sont pas traitées, de sorte que si les difficultés ne sont pas traitées, on va forcément passer à une procédure collective. Alors, il y a deux cas. Il y a l'échec soit des négociations dans le cadre de la procédure. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que je réunis mes créanciers, je peux avoir le meilleur conciliateur ou mandataire ad hoc du monde. On n'arrive pas à négocier, donc c'est un échec. Donc, je sors de ma procédure de mandat ad hoc et de conciliation et dans 95% des cas, je file au tribunal déposer une déclaration de cessation des paiements ou une demande d'ouverture de sauvegarde, parce que là, je vais aller dans une procédure un petit peu plus coercitive où je vais imposer à mes créanciers que je n'ai pas pu convaincre de m'aider à l'amiable. Là, je vais leur imposer une procédure collective.
Ça, c'est le premier cas. Il peut y avoir un autre cas, c'est la procédure se passe très bien, j'ai un accord, l'accord est signé, il peut être homologué par le tribunal, ou bon. Et puis, au bout de 6 mois, en fait, la situation, j'ai un accident de parcours, la situation est bien trop dégradée que ce que j'imaginais, et j'arrive pas à exécuter mon protocole, c'est-à-dire mon accord, ou j'arrive pas à exécuter mes engagements courants, autres. Dans ce cas, de la même façon, si je me retrouve, et souvent c'est ça, hein, je me retrouve en état de cessation des paiements, et là, mon protocole est résolu, c'est-à-dire il tombe, et de la même façon, je file au tribunal de régulariser une déclaration de cessation des paiements. Et la question est hyper pertinente parce que c'est là aussi où nous, notre rôle est essentiel, c'est que je vous disais, nous, on n'est pas le conseiller de la boîte. Donc, si les négociations échouent et que du coup, ça génère un état de cessation des paiements, on a l'obligation de le dire. Et donc, nous, on fait un rapport de fin de mission au président du tribunal en lui disant, voilà, il y a état de cessation des paiements. Et donc, et c'est le cas, on a un dossier en commun là, où je lui dis, il y a état de cessation des paiements. Donc, j'ai écrit dans le rapport, il y a état de cessation des paiements. La boîte doit aller en redressement judiciaire. Le dirigeant, il fait pas, c'est sa responsabilité. Mais là, effectivement, il y a un rapport qui dit qu'il faut y aller. Ce qui est très important, et tu fais bien le conciliateur ou le mandataire ad hoc, il ne faut pas avoir peur de faire rentrer dans une société qui éprouve des difficultés un professionnel. C'est-à-dire que l'administrateur judiciaire de profession connaît ça par cœur. Mais il est là dans l'intérêt de l'entreprise. Mais attention, c'est pas le procureur. Hein. Il n'est pas là pour vérifier tout ce qui s'est passé dans l'entreprise et il n'est pas là pour dénoncer et il n'est pas là non plus pour obliger le dirigeant à aller devant le tribunal ouvrir une procédure collective. Donc, il ne faut pas avoir cette crainte. Non, encore une fois, sur une situation. Le mandataire ad hoc, il est là pour une mission déterminée, pareil pour le conciliateur. Après, s'il considère que sa mission n'a pas été rendue possible parce que pas de négociation, trop de dettes, etc., il rend son rapport et il est obligé de dire s'il y a un état de cessation des paiements. Mais c'est au dirigeant ensuite de prendre ses responsabilités. Et si le dirigeant ne fait rien, de toute façon, il se fait rattraper par la brigade parce qu'un dirigeant dont la société est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours se fait rattraper par les URSSAF, par le fisc ou par le procureur. Et là, pour le coup, c'est très dommageable d'aller en procédure collective quand c'est pas spontané. Et du coup, ça permet de répondre à une question. De clôturer peut-être. Ah non, juste. Tu vas faire attention parce que là, on a perdu tout. Non mais promis, Mélanie, ça me permet de répondre à une question, une remarque que vous avez faite tout à l'heure en disant, mais est-ce qu'on met tout le monde dans la procédure, tous les créanciers? Donc, Nassim vous l'a dit, le périmètre de la mission, il doit être vraiment déterminé avant même qu'on ait voir le président. Parce que le président, on lui dit, voilà, le mandataire ad hoc, il va négocier avec les partenaires bancaires. On lui dit pas, il va négocier avec les créanciers, c'est avec les partenaires bancaires. Ou avec les fournisseurs, ou avec tout le monde. Si dans la mission, il n'est pas prévu qu'on a le droit de négocier avec les fournisseurs, le mandataire ad hoc ou le conciliateur, il n'a pas à négocier avec les fournisseurs. Il n'a pas le droit de le faire. Par contre, il a l'obligation de s'assurer qu'il n'y aura pas un passif, par exemple, échu avec les fournisseurs qui n'a pas été traité et qu'au final, en tout cas, que la situation de la structure, une fois que la procédure sera terminée parce qu'on a négocié la dette bancaire, n'est pas traitée avec les fournisseurs. Donc, peut-être que le dirigeant ne voudra pas qu'on y aille. Pour autant, il faudra qu'il puisse nous rendre des comptes sur le fait que le passif fournisseur, il est traité et qu'il n'y a pas un no man's land avec les fournisseurs et qu'au final, on ne s'en est pas rendu compte. Voilà. Mélodie. Ça y est, Mélodie, là, elle nous met dehors. Elle nous met dehors. On a un prompteur assez sympathique. Bon, en tout cas, merci. C'est comme ça qu'on avait imaginé la formation. C'était de faire quelque chose de pratique. Non, bon. Ah, c'est bien. C'est 85. Merci beaucoup de votre attention. Merci à tous. Beaucoup.